Bonjour à tous, merci d'être fidèles à la Grande Hache, qui est consacrée aujourd'hui à Maximilien Robespierre, figure centrale de la Révolution française, mais aussi peut-être figure centrale de notre temps, emblématique d'un clivage politique structurant, qui ne recoupe pas exactement le clivage droite-gauche tel qu'il est vécu. C'est peut-être un clivage plus réel entre ceux qui pensent que la question sociale et le principe d'égalité sont primordiaux, et ceux pour qui il y a là des choses secondaires, pour qui les inégalités même éventuellement sont fatales, voire nécessaires. Alors les différentes manières de voir Robespierre indiquent des manières différentes de juger la Révolution française, d'abord. Elles correspondent aussi à des positions politiques souvent opposées pour le présent. Par ailleurs, Robespierre est aussi emblématique d'un phénomène on ne peut plus actuel, celui de la criminalisation, de la diabolisation même des opposants politiques, pour s'en débarrasser en les discréditant, en les rendant inaudibles, ce qui leur ôte le droit de citer. Alors on voit très bien ça en ce moment, évidemment, avec les gilets jaunes censés être fascistes, antisémites, complotistes, que sais-je encore. Bien avant les gilets jaunes, Robespierre a été un monstre. Son processus de diabolisation a commencé dès le lendemain de son exécution, en juillet 1794, et il ne s'est pas démenti depuis. La droite et une partie de la gauche en font couramment toujours un tyran sanguinaire, précurseur de totalitarisme. Il n'y a toujours pas de rue Robespierre à Paris. Il y a des luttes autour de cette question. Faut-il une rue Robespierre à Paris? Alors pour parler de tout ça, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux historiens qui sont les auteurs d'un livre paru il y a quelque temps, Robespierre, sous-titre « La fabrication d'un mythe ». C'est dire si justement c'est le devenir de la figure de Robespierre, son image à travers les âges qui les a occupés. Il s'agit donc de Marc Bélissat, d'abord, qui enseigne à l'université de Nanterre et dont le visage n'est pas inconnu à ceux qui sont des assidus de la Grande Hache. Et puis Yannick Bosc, historien à l'université de Rouen. Et tous les deux, vous avez d'ailleurs l'habitude de travailler ensemble. Vous avez fait un livre plus récent, Le Directoire, La République sans la démocratie. C'est votre ouvrage commun le plus récent. Alors, comme je disais, il ne s'agit pas d'une biographie, ce Robespierre, la fabrication d'un mythe. Il s'agit d'examiner ce que l'on a fait de Robespierre à travers les âges, jusque-y compris à aujourd'hui. Comment est-ce que vous vous y êtes pris, donc, pour présenter ce personnage et les multiples facettes, souvent antithétiques, qu'on lui a données? Au point de départ de notre projet, il y a quand même le fait que depuis de longues années qu'on travaille ensemble sur la Révolution française, on a repéré quand même beaucoup de redites sur ce qui s'était raconté et écrit sur Robespierre. De répétitions. De répétitions, de redites, et puis des choses qui évoluaient. Et donc on a voulu s'amuser au point de départ à faire une espèce de florilège des âneries, si on peut dire, une espèce de dictionnaire des idées reçues. Un bêtisier alors. Un bêtisier, voilà. Et en fait, après, on a poursuivi un petit peu plus loin cette idée de départ. Et en fait, ce qu'on a voulu montrer, ce qu'on a voulu faire, c'est faire plutôt une histoire des Robespierre qu'une histoire de Robespierre. Donc une histoire des Robespierre à la fois pour partie de son vivant, parce que le mythe de Robespierre se construit en partie de son vivant, mais surtout après sa mort, puisque c'est à ce moment-là que s'élabore un certain nombre de mythes qui existent toujours aujourd'hui dans l'espace public ou dans la conscience publique, si cela existe. Et tout simplement, notre travail, ça a été, dans un premier temps, de constituer le corpus, c'est-à-dire de faire la liste de toutes les entrées qu'on avait pu trouver dans le catalogue de la BNF avec le mot Robespierre ou avec toutes les histoires de la Révolution française. Évidemment, dans tous les grands récits de la Révolution française dans lesquels Robespierre apparaît évidemment comme un personnage plus ou moins important. On a fait le choix quand même au point de départ de se limiter au cas français parce que si on avait intégré la littérature anglo-saxonne, et on aurait pu... Ça fait déjà un gros livre. Voilà, c'est un gros livre, ça aurait été un très gros livre. Pour caler une armoire. Voilà. Donc on s'est limité au cas français, mais même en se limitant au cas français, à la littérature en français, plus exactement, parce qu'on a intégré aussi des traductions d'auteurs étrangers en français. On avait quand même plus de 600 occurrences, donc plus de 600 ouvrages. Alors, ça allait de la brochure de 3 pages jusqu'à l'histoire de la Révolution française en 12 volumes, mais ça faisait beaucoup de travail. Et donc, on s'est partagé le travail avec Yannick, selon nos spécialisations, selon nos affinités, et puis selon le temps qu'on avait. Et on a pu en traiter une bonne partie. Alors, pas tout, pas les 600, bien sûr, mais on en a traité une bonne partie.
Et ce qui nous a frappé, évidemment, ce sont les redites, parce que, comme tout le monde le sait, les historiens recopient beaucoup leurs petits camarades, ce qui c'est bien normal. Mais on s'est rendu compte comme ça qu'il y avait des choses qui revenaient, et puis il y avait des choses qui disparaissaient. Alors on a essayé de comprendre pourquoi ces choses-là se gardaient, et pourquoi celles-ci disparaissaient. Et on s'est rendu compte qu'on a pu délimiter un certain nombre de périodes dans lesquelles la figure de Robespierre est sur le devant de la scène, soit politique, soit du débat public, soit de l'historiographie, des périodes où la figure de Robespierre recule, où elle est moins présente. Et donc on a déjà fait une espèce de périodisation comme ça. Alors c'est des choses qui avaient déjà été faites en partie par d'autres historiens dans les années 70, par Alice Gérard par exemple, qui avait fait un petit travail sur l'histoire de la Révolution, mais pas centré sur la figure de Robespierre. Donc on a voulu faire donc cette histoire des Robespierre. Et la troisième partie de notre bouquin, on a récupéré les thèmes qui nous apparaissaient les plus importants. Et donc on en a délimité 8 et on a repris de manière thématique l'histoire de ces 8 thèmes. Voilà. Donc en fait, notre ouvrage, au point de départ, ça part d'un florilège et on arrive sur un travail de déconstruction historiographique. Et alors maintenant, passons aux phases que vous avez distinguées dans l'histoire de Robespierre, histoire posthume. Dans la construction du mythe et de la légende de Robespierre, la première, la matrice thermidorienne entre 1794 et grosso modo 1800, c'est la phase dans laquelle se construisent les images du Robespierre monstre. La deuxième phase, c'est celle qui, à partir de la Restauration et qui va jusqu'à la Révolution de 1848, qui est une phase de redécouverte à la fois des sources, de redécouverte des textes de Robespierre, et où apparaissent les premiers éléments d'une légende dorée ou d'une vision positive, notamment dans le Parti républicain, qui publie un certain nombre de textes de Robespierre et qui reprend l'idée que la Révolution française n'a pas épuisé son potentiel social et qui font de Robespierre un des éléments de ce potentiel. Ensuite, on a une phase dans laquelle, qui commence grosso modo en 1852 et qui va jusqu'à la Commune et même jusqu'au centenaire de la Révolution française en 1889, qui est une phase dans laquelle la droite du Parti républicain rejette Robespierre et la référence à 93 pour se focaliser sur la bonne révolution, celle de 89. Ensuite, on a une phase grosso modo qui commence vers 1900 avec la publication de l'histoire socialiste de la Révolution française de Jaurès, les travaux d'Albert Mathiez, qui ouvrent une phase de normalisation de la figure de Robespierre, qui aboutit, on peut dire, à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, en 1939, au moment du 150aire, dans les années qui suivent le Front populaire, phase pendant laquelle la figure de Robespierre est à nouveau présente de manière positive dans l'espace public, notamment parce que le Parti communiste reprend la figure de Robespierre. Enfin, on a une autre phase qui commence à la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui va grosso modo jusqu'à la fin des années 70, dans laquelle la figure de Robespierre est normalisée, c'est-à-dire que ce sont plutôt des images relativement positives qui sont présentes dans l'espace public, même si le vieux discours contre-révolutionnaire est toujours présent, notamment dans l'édition, à l'Académie, etc. Et enfin, on aurait une dernière phase, ou une avant-dernière phase, qui serait le moment du bicentenaire, où Robespierre est le grand absent, puisqu'il ne doit pas apparaître, puisqu'on commémore 89 et pas 93. Et je dirais qu'il y a une dernière phase, c'est la phase récente, depuis 2010, avec la redécouverte d'un certain nombre de manuscrits et la campagne qui a été réalisée pour la conservation de ces manuscrits, et surtout la vague des révolutions arabes, qui a contribué puissamment à remettre la question de la révolution, en général, et donc de la Révolution française, sur le devant de la scène. Et ça a impliqué Robespierre, ça Et ça a impliqué Robespierre aussi parce que des gens comme Mélenchon ou comme Corbière dans la France insoumise, enfin à l'époque le Front de gauche, ont utilisé la figure de Robespierre pour défendre un combat culturel et un combat politique. Et de ce point de vue-là, on vit en ce moment, selon nous, un moment Robespierre, c'est-à-dire un moment où la figure de Robespierre est très présente. Et alors, il n'y a pas de portrait de Robespierre qui circule chez les Gilets jaunes, mais en revanche, l'idée de la démocratie comme contrôle des élus, etc., ça correspond tout à fait à ce qu'expliquait Robespierre il y a 2 siècles. Alors, je pense effectivement que la plupart des Gilets jaunes n'ont pas forcément lu les œuvres de Robespierre ou ne connaissent pas forcément Robespierre, mais en tout cas, on a une présence d'un paradigme révolutionnaire
de la démocratie révolutionnaire chez les Gilets jaunes qui est tout à fait évident. La démocratie réelle, quoi. Voilà, et on retrouve ce qu'on a pu constater aussi dans les années 30. La République a perdu de son sens. Le vocabulaire politique qu'on mobilise est un vocabulaire qui est devenu vide et où on a besoin de refonder en quelque sorte ce principe républicain, ces valeurs républicaines. Et Robespierre reste toujours une boîte à outils en quelque sorte et un repère à partir duquel on peut reconstruire, sinon un idéal politique, du moins essayer de comprendre à la fois les dysfonctionnements de notre République, de nos sociétés en général, et de trouver peut-être dans ces premiers républicains ce qui serait le noyau dur, en quelque sorte, d'une société que l'on voudrait construire. Et est-ce que cette devise républicaine a donné tout ce qu'elle avait à donner ? Où est-elle aujourd'hui ? C'est assez logique, en fait, qu'on revienne, sinon au point de départ, du moins qu'on réinterroge ce qui a été cette espèce de socle fondateur dont on nous dit partout, et l'école ne fait que l'apprendre systématiquement, que nous en sommes. En fait, nous serions les héritiers de ça, mais qui est devenu l'héritage, en quelque sorte. Voilà. Une des caractéristiques de notre travail, c'est de nous intéresser à l'espace public. Donc à la manière dont on construit un personnage, on l'utilise dans l'historiographie, certes, mais également dans l'espace public. Il y a deux champs, il y a celui des spécialistes, ceux qui font l'histoire, puis il y a les débouchés. Voilà, il y a des usages publics de Robespierre et qui sont pas du tout marginaux dans notre travail, mais qui sont également traités. Et comment, effectivement, tout ça circule, du travail des historiens qui font des fois œuvre politique dans leur travail historique, et comment des politiques eux-mêmes s'approprient le personnage, parce qu'on est dans des contextes, des configurations spéciales. Donc Marc parlait de moments, on a repéré quatre phases, en fait, au cours desquelles Robespierre apparaît comme un personnage positif dans l'espace public, pas simplement un personnage positif pour le petit cercle d'aficionados qu'il a toujours eu, mais dans l'espace public véritablement, et avec une continuité sur 2 siècles qui est un discours foncièrement négatif d'abord. Une espèce de bruit de fond négatif, qui est toujours là, et sur lequel on voit à certains moments surgir un discours qui dépasse donc le petit groupe des spécialistes et des intéressés, ou des militants, pour aller vraiment au-delà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans un moment, on estime que nous sommes dans la 4e phase de cette histoire dans laquelle on voit Robespierre ressurgir dans l'espace public et devenir un interlocuteur quasiment, avec lequel on va se confronter, auquel on va se référer, pas simplement entre historiens, mais également, comme vous le rappeliez tout à l'heure, également pour l'instrumentaliser dans des débats politiques, dans des polémiques politiques. Alors, pour illustrer à la fois la prolifération des discours sur Robespierre, qu'ils soient historiographiques de la part des historiens ou des discours publics, et puis aussi des qualificatifs, des images, je voudrais quand même montrer par quoi vous êtes parti dans le livre, puisqu'il s'ouvre sur un florilège. La première page du livre, ça n'est pas une introduction, elle s'appelle Florilège, et ça fait quand même presque 2 pages, ça pourrait être beaucoup plus long. Il s'agit d'énumérer les qualificatifs, les images qui sont couramment utilisées pour parler de Robespierre. Alors je vais peut-être lire les 2 ou 3 premières lignes. Je suis un monstre, un lâche, sans courage, vil, craintif, vicieux, haineux, couard, stupide, cuistre, faible, peureux, indécis, timide, petit, féroce, asocial, isolé, sans amis, misanthrope, hautain, égoïste, vain, réfractaire à toute autorité, mutin, etc. Ça se prolonge, je n'ai lu que 4 lignes, et il y en a... Le terme qu'on a tiré de l'archive. C'est ça, après en vous lisant, on retrouve ces expressions dans les citations que vous donnez de vos sources. On pourrait quand même en quelques mots faire un petit rappel sur le parcours du personnage et sur son rôle historique. Tout à fait, je vais peut-être commencer, puis Yannick, tu prendras le relais. Donc Robespierre naît en 1758 à Arras, enfin près d'Arras. Il est issu d'une famille de robins, comme on dit, c'est-à-dire une famille d'hommes de loi. Il n'est pas noble, bien qu'il utilise parfois la particule avant la Révolution, mais il n'est pas noble. C'est une famille de bonne bourgeoisie locale, qui est très liée avec l'Église catholique. Ses tantes, notamment, sont assez proches des milieux ecclésiastiques et de l'évêque d'Arras, Monseigneur de Conzié. Robespierre perd ses parents relativement jeunes, c'est quelque chose d'assez banal à l'époque. Sa mère meurt lors de la naissance d'un des enfants
qui viennent après Robespierre. Ce qui arrive très souvent. Ce qui arrive très souvent à mort en l'époque. couche, ouais. Son père part travailler en Allemagne et ne revient pas. Robespierre est élevé dans la famille donc, de ses tantes et de sa grand-mère. Ensuite, il est envoyé à Paris pour y faire des études. Alors, il est élève dans ce qui deviendra aujourd'hui le lycée Louis-le-Grand, qui à l'époque est ce qu'on appelle un collège. Et il est très bon élève. Il ensuite fait des études de droit. Il est reçu avocat au barreau de Paris, puis, mais ça ne veut pas dire qu'il a exercé à Paris, hein, mais il est reçu avocat, puis il revient à Arras, où il habite avec sa sœur, Charlotte, et il commence une carrière d'avocat de province. Il défend un certain nombre de causes célèbres à l'époque, notamment celle d'un propriétaire qui avait installé un paratonnerre sur sa maison et qui était en but à des persécutions autour de lui parce que ses voisins considéraient que c'était dangereux. Voilà, c'est médiatisé, ça, avec les médias de l'époque. Tout à fait, puisque Robespierre publie même un mémoire, publié à l'époque, un mémoire autour de cette affaire du paratonnerre. L'historien Hervé Levers, récemment, dans sa biographie justement de Robespierre, a réévalué toute l'importance de l'activité de Robespierre en tant qu'avocat. C'est donc un avocat qui n'est pas du tout un raté, au contraire, c'est plutôt quelqu'un qui a une bonne clientèle, beaucoup d'affaires. Et c'est quelqu'un qui fréquente la bonne société d'Arras, qui participe à des sociétés mondaines. Il écrit des vers, etc. etc. Il courtise une jeune femme, semble-t-il, à cette époque. Et puis, il écrit un certain nombre de textes dans lesquels il développe déjà une forme de pensée politique, sur laquelle on reviendra, bien sûr. Puis arrivent les élections aux États généraux. Il est sollicité par les savetiers d'Arras, la corporation des savetiers, pour écrire leur cahier de doléances. C'est les cordonniers, en fait, c'est ça? Non, pas tout à fait, parce que les savetiers, c'est en dessous des cordonniers, du point de vue de la hiérarchie des métiers. C'est vraiment des pauvres. Mais ils font des chaussures. Ils font pas que des savates au sens... Tout à fait, ils font des chaussures. Et là, on est, en 1789, donc. On est en mars 89, mars-avril. Par ailleurs, lui se présente comme délégué aux élections aux États généraux à Arras, de la ville d'Arras. Il est élu après une campagne électorale et après plusieurs tours de scrutin. Et donc il arrive à Paris, comme les autres députés du tiers-État, en mai 1789, au moment où s'ouvrent les États généraux. Et à ce moment-là, il est très peu connu. C'est quelqu'un qui est relativement connu dans sa province, mais très très peu à Paris et pas du tout nationalement, contrairement à des gens comme Mirabeau, qui est déjà très connu, le comte de Mirabeau, qui est déjà très connu, ou Lafayette, sont des personnages très importants déjà avant la Révolution. Et donc, pendant les premiers mois de son activité dans les États généraux, puis dans l'Assemblée constituante, Robespierre va intervenir relativement peu au départ. Il va être relativement proche de Mirabeau au départ. Il va participer à la création de ce qui deviendra par la suite le Club des Jacobins, d'abord à Versailles, puis ensuite à Paris. Et puis, il va intervenir de plus en plus. Et il va se faire remarquer dans ses premières années de l'Assemblée constituante comme étant un député qui prend systématiquement la parole pour défendre les insurrections populaires. Quelqu'un qui va systématiquement demander à ce qu'on n'envoie pas des troupes écraser les émeutes populaires, qu'on ne les réprime pas, qu'on comprenne d'abord quelles sont les motivations des émeutiers, notamment des gens qui arrêtent les convois de grains sur les routes, par exemple. Il va se faire connaître notamment aussi parce qu'il va critiquer le droit de veto qu'on propose pour le pouvoir exécutif, donc pour le roi. Il va être aussi connu parce qu'il s'oppose à la loi martiale. Et il va prendre toute une série de positions. Et il faut bien le dire, dans cette première phase, il est très isolé. Est-ce qu'on peut rappeler en deux mots ce que c'est que l'enjeu de la loi martiale à ce moment-là? Alors, la loi martiale, c'est tout simplement cette loi répressive qui est votée par l'Assemblée constituante pour réprimer notamment les émeutes de subsistance, c'est-à-dire les émeutes de la faim. Et avec cette loi martiale, les autorités, notamment la garde nationale, peuvent tirer sur un attroupement après plusieurs sommation. Et si l'attroupement ne se disperse pas, on peut tirer dessus. Robespierre s'y oppose vivement. Et puis, il va devenir de plus en plus connu, notamment à Paris, mais aussi en province, parce qu'il va prendre des positions. Notamment, il va s'opposer à ce qu'on appelle le décret du marc d'argent, c'est-à-dire, je simplifie, il va s'opposer à ce qu'on mette en place un système électoral censitaire. Il y a un célèbre discours. Voilà, ce discours sur le marc d'argent. Il va être aussi connu pour son discours sur les gardes nationales, un petit peu plus tard, où se trouve la fameuse devise républicaine, déjà, liberté, égalité, fraternité. Alors, c'est pas lui qui l'invente, parce qu'elle est dans l'air, cette devise, mais enfin, c'est lui le premier à la mettre noir sur blanc dans un discours et à la diffuser.
Donc c'est lui l'inventeur de notre... Enfin, l'inventeur. C'est l'un des inventeurs de notre liberté, égalité, fraternité. Voilà quelque chose qu'on entend assez rarement. Voilà, ben pourtant. Voilà, Robespierre n'a pas de rue Robespierre, mais en fait, il est présent sur tous les frontons des bâtiments publics, en réalité, sans qu'on le sache. Mais c'est terrible, c'est une énorme info que tu nous donnes là. Ah non, mais c'est connu des spécialistes. Des spécialistes, oui. Des spécialistes, oui. Mais information sur laquelle il y a des fois des désinformations, c'est-à-dire que dans le monument de Pierre Nora, qui a coordonné Pierre Nora sur les lieux de mémoire. Un gros ouvrage des années 80. Voilà, l'article écrit par Mona Ozouf sur la devise reprend la thèse d'Ollard, historien de la fin du XIXe siècle, anti-robespierriste, qui dit que ce n'est pas Robespierre qui est à l'origine du triptyque, mais le Club des Cordeliers, donc Danton derrière, car à ce moment de l'histoire, c'est Danton qu'on met en avant, Ollard est l'historien qui met Danton en avant, et la Troisième République se reconnaît dans Danton. Donc on a aussi fabriqué de fausses origines au triptyque républicain pour éviter de parler de Robespierre au moment où il était persona non grata dans le paysage politique. Et là, on est déjà dans la phase, me semble-t-il, la plus récente d'attitude à l'égard de Robespierre, qui consiste à en faire le précurseur du totalitarisme. Oui, on n'est pas exactement là, mais on est déjà dans une instrumentalisation. Mais par rapport à ce que disait Marc, ce moment est important, le moment de ces interventions qui construisent ce qu'on appelle à l'époque le côté gauche. Donc celui qui est à la gauche du président de l'Assemblée, on ne parle pas de la gauche, on parle du côté gauche, du côté droit. Et ce côté gauche va petit à petit se reconnaître dans des interventions de Grégoire, de Robespierre, qui effectivement ciblent la limitation de la citoyenneté, puisque la constituante à l'époque cherche à tout prix à verrouiller, on va dire, ce qui est arrivé en 89, où l'Assemblée à Versailles n'a pas été la seule finalement à entrer en révolution. Avant, la paysannerie l'était déjà, et puis également le peuple est en révolution et risque, et c'est ce qu'il va faire d'ailleurs, risque de vouloir revendiquer sa part. Et sa part comme étant non pas simplement des sujets, mais des acteurs, des citoyens de cette révolution. Donc on a des tentatives de verrouillage systématique de l'activité populaire qui s'est développée au cours de l'été 89. Et Robespierre et Grégoire sont ceux qui rappellent que le peuple est le souverain et qu'on ne peut pas limiter son activité. Et que les mandataires qui sont dans l'Assemblée ne sont que les mandataires du peuple. Et qu'un peuple qui a retrouvé la liberté, ses armes à la main, sait ce qu'est la liberté, est capable de la définir, est capable d'avoir des comportements de patriotes, un comportement patriote, on dit à l'époque. Ça veut dire que ce discours-là va avoir un poids important dans la mesure où c'est le moment où on voit apparaître dans la presse royaliste en particulier les premiers traits qui sont censés toucher Robespierre en fabriquant le début, pratiquement, on est vraiment dans les prolégomènes de la légende noire, le moment où la matrice qui va se développer en Thermidor commence à se fabriquer. Donc, Robespierre, voilà, de son vivant, déjà, fin 90, début 91, on commence à voir dans la presse royaliste des accusations de Robespierre, contre Robespierre, le traitant de... populomane. 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 De populomane. D'anarchiste. D'anarchiste. On pense déjà qu'il veut récupérer le trône de Louis XVI. On pense qu'il a un tempérament un peu sanguinaire, déjà. On dit qu'il est un des descendants de Robert Damien, celui qui a voulu... assassiner Louis XV. Populomane, quand même, c'est dommage que ça ne soit pas employé aujourd'hui. On l'accuse aussi d'avoir une maîtresse arrangère à Arras. Arrangère, bah oui, parce que les arrangères, c'est le fond du seau, si j'ose dire, c'est le fond du tonneau. Donc ce qu'on veut montrer, c'est que Robespierre a des amitiés crapuleuses. Poissonnière. Voilà, poissonnière. Une arrangère, excusez-moi. Qui vend des harengs, c'est ça? Qui vend des harengs. Pardon, j'avais pas compris. D'accord. Et donc qui sent fort le hareng. Voilà, qui sent fort le hareng, qui sent la caque, comme on disait. Et il y a déjà donc un processus de calomnie. Absolument, ça commence très tôt. Et parallèlement, au même moment, on voit dans les correspondances et on voit dans la presse patriote, donc celle qui soutient le côté gauche, qui, au contraire, est dans un intérêt croissant marque un intérêt croissant pour les interventions de Robespierre et signale le fait qu'on a là, somme toute, quelqu'un qui pourra prendre le relais de Mirabeau une fois qu'il va décéder. Et bien sûr, la presse royaliste dit ce n'est que la chandelle d'Arras, alors que Mirabeau, c'est la lumière elle-même. Donc on a dans la presse des débats autour de la personne de Robespierre, à gauche
et à droite. Parce qu'à ce moment-là, Mirabeau est un peu le leader, si je comprends bien, de l'Assemblée. C'est l'un des leaders du tiers-État, puisque bien que noble, il a été élu par le tiers-État. Et il a un comportement assez ambigu. Oui, puisqu'il va être largement acheté par la Cour, mais ça, on le saura plus tard. On le saura plus tard. On le saura plus tard. Voilà. Donc il y a des jeux de leadership au sein, comment dire, aujourd'hui au sein de la gauche, et Robespierre apparaît comme un personnage qui devient incontournable, et on le mesure justement au fait que la droite commence à lui tomber dessus à ce moment. Et donc à la fin de la Constituante, c'est-à-dire en septembre 1791, au moment où la Constituante se sépare, Robespierre fait partie, avec 2-3 autres députés, notamment Grégoire et Pétion, fait partie de ceux qui sont acclamés par la foule lors de la dernière séance de l'Assemblée constituante. Et Marat, à l'époque, écrit dans son journal, il n'y a que 3 ou 4 députés qui n'ont pas été corrompus par la Cour, dont Robespierre, Pétion. Et c'est à peu près à cette époque-là qu'il acquiert le surnom d'incorruptible. Déjà, à ce moment-là. C'est à l'été 91 à peu près. Voilà. Marat, on peut rappeler en 2 mots. Alors Marat est un médecin à l'origine, mais il est journaliste, l'un des journalistes les plus célèbres de la Révolution française. Il publie le journal L'Ami du Peuple, et L'Ami du Peuple ne cesse de dénoncer ce qu'il appelle les idoles du jour, Lafayette, Mirabeau, etc., etc. Et au contraire, il fait l'apologie de Robespierre. Alors en septembre 91, la Constituante se sépare, et Robespierre, quelques temps avant, avait fait adopter par l'Assemblée. C'est d'ailleurs la seule proposition de loi faite par Robespierre que la Constituante a adoptée. Puisque toutes ces propositions antérieures ont toutes été rejetées, puisqu'il est toujours en minorité. En revanche... celle qui est adoptée, c'est laquelle alors? Celle qui est adoptée, c'est le fait que les députés sortants ne pourront pas se représenter. Et donc, la nouvelle Assemblée qui est élue, qu'on appelle l'Assemblée législative, est composée à 100% de nouveaux députés. Donc Robespierre, lui, n'est plus député à ce moment-là. Et son activité politique, dans ce moment, entre, disons, septembre 1791 et août 1792, se concentre surtout au Club des Jacobins, dont il est un des membres importants. Alors, je rappelle que le Club des Jacobins, ça n'est pas un parti, c'est un réseau de sociétés qui sont souveraines les unes entre les autres. Mais bien sûr, le Club des Jacobins de Paris joue un rôle important parce qu'il a une espèce d'autorité morale et parce que beaucoup de députés du côté gauche s'y retrouvent. Et donc, c'est dans le cadre du Club des Jacobins que Robespierre va acquérir encore une aura politique encore plus importante. C'est aussi à cette époque-là qu'il va commencer à écrire un premier journal qui s'appelle Le Défenseur de la Constitution. Parce qu'il va pour défendre ses opinions, il va créer ce journal. Et donc tout ça nous amène, grosso modo, au moment où il y a la chute de la monarchie au 10 août 92. Robespierre ne participe pas les armes à la main à cette affaire-là, mais on peut dire évidemment qu'il a préparé le 10 août par ses écrits, en tout cas c'est compris comme ça par les contemporains. Et l'on proclame la République. Alors, on proclame la République lors d'une des premières séances de la Convention, c'est-à-dire cette assemblée qui est élue à la place de la législative. Cette assemblée, qui s'appelle la Convention, a pour charge de créer une nouvelle constitution, puisque l'ancienne constitution monarchiste, celle de 1791, est caduque. Donc on va créer une nouvelle constitution, et c'est cette Convention qui va remplir cette mission. Robespierre est élu par plusieurs départements, il est très populaire à ce moment-là. Il est élu par beaucoup de départements, parce qu'à l'époque, on peut se présenter dans plusieurs départements. Et finalement, il choisit le département de Paris, il est donc député de Paris. Et autour de lui s'agrège progressivement, pas au tout début, mais progressivement s'agrège un groupe qu'on va appeler les montagnards. Alors, j'en profite pour dire un petit détail. On ne les appelle pas la montagne parce qu'ils sont en haut de l'Assemblée. On les appelle la montagne parce que la montagne, c'est le symbole de la liberté. C'est déjà un symbole de liberté. Ah oui. Oui, la montagne renvoie à ce qu'on appelle le Sinaï des droits de l'homme. Donc, c'est une métaphore. On voit Moïse avec l'étape de la loi, on voit la montagne avec la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui est souvent construite, enfin dessinée, représentée comme ces étapes de la loi. Ah oui, ça se substitue. Absolument. Et l'idée, c'est que politiquement, pour agir, on est obligé d'affronter la montagne, c'est-à-dire de faire face aux enjeux politiques. Et affronter la montagne, c'est affronter la difficulté politique. Donc, je parlais du côté gauche tout à l'heure. Je suis du côté gauche, je suis de la montagne. C'est partie des termes qui commencent à apparaître effectivement au début de la Convention. Et donc, je termine très rapidement, ce résumé. Évidemment, c'est très très rapide. À la Convention, Robespierre s'impose comme un des leaders de cette montagne, bien qu'il soit quand même toujours très largement en minorité. À partir de l'automne 92, donc. À partir de l'automne 92. Mais il est toujours en minorité. La preuve en est que son fameux discours du 24 avril 1793 sur la Constitution, où il propose toute une série
d'amendements au projet de constitution qui est proposé à ce moment-là, quasiment aucun de ces amendements n'est adopté. Et donc, on parle souvent de la Constitution de 93 comme étant celle de Robespierre. En fait, ce n'est pas le cas. Robespierre, à ce moment-là, n'est un leader important, mais n'est qu'un leader de la montagne. Et puis, en juillet 1793, Robespierre est élu au Comité de salut public. Le Comité de salut public, c'est un comité parlementaire chargé, comme son nom l'indique, de prendre des mesures de salut public, parce qu'on est en guerre civile. Donc d'urgence, d'exception, c'est ça? Voilà, d'urgence, d'exception. Mais ce comité de salut public est sous le contrôle de la Convention. Ça n'est pas un gouvernement, ça n'est pas un pouvoir exécutif. C'est un comité parlementaire qui prend des mesures d'urgence. Et pourquoi? Qu'est-ce qui impose des mesures d'urgence et d'exception? Alors, c'est la double guerre civile, guerre extérieure, puisque depuis le printemps 1792, la France est en guerre contre l'Autriche et la Prusse, et depuis janvier et février 93 et mars, elle est en guerre aussi contre la Hollande, l'Angleterre et l'Espagne. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et par ailleurs, un certain nombre de mouvements d'opposition à la Convention se développent à partir de la fin du printemps et début de l'été 93. C'est d'abord la Vendée qui commence en mars 93, puis des insurrections dites fédéralistes. On n'a pas le temps d'expliquer trop ce que ça veut dire, mais enfin bon, qui se situent à Lyon, à Toulon, etc., etc. Marat est assassiné par Charlotte Corday à ce moment-là. Et donc toute cette situation provoque la création... Enfin, en fait, le comité de salut public est créé avant, plus exactement en avril, mais Robespierre y entre le 27 juillet et en devient un des dirigeants, bien qu'il soit minoritaire dans le cadre de ce comité de salut public qui comprend 12 membres, puis 11. À la mise hors la loi de Robespierre, Robespierre se retire du comité de salut public. Il en est toujours membre, mais il n'y paraît plus, il ne se déplace plus. Et puis le 8 Thermidor, donc le 27 juillet 1794, il prononce un discours. Il est mis en accusation par la Convention et il est déclaré par la suite hors la loi dans la nuit. Et le 10 Thermidor, donc le 28 juillet, il est exécuté avec 102 autres personnes dans les jours qui suivent. Donc voilà, grosso modo, très rapidement, la vie de Robespierre. Mais en quoi est-ce que c'est lui qui a, disons, dirigé, mené la politique de la Convention, la politique générale, disons, entre l'automne 93 et sa chute à l'été 94. Il n'a pas mené ou dirigé. Il s'agit, comme l'a rappelé Marc, d'un comité de salut public qui est l'émanation de la Convention. Ce n'est pas un pouvoir exécutif. D'accord. Ça veut dire que le comité, tous les mois, repasse devant la Convention pour valider ses pouvoirs et valider son mandat. Donc il faut tous les mois revalider le mandat. C'est un comité, ça veut dire que c'est le pouvoir législatif. Donc c'est un pouvoir collectif. Pouvoir collectif qui est dans le comité, mais qui est surtout dans la Convention, qui est le comité dans son émanation. Donc il n'y a pas le pouvoir d'un personnage. En revanche, on a pu le comprendre, Robespierre est quelqu'un qui a une popularité extraordinaire. Et c'est d'ailleurs en grande partie peut-être ce qui va le perdre. Beaucoup de personnes commencent à s'inquiéter de cette popularité. Même des personnes qui pourraient être assez proches de lui sur le plan de son projet de société. Donc Robespierre exerce un magistère moral. Un magistère moral. Mais il est identifié... mais il n'a pas d'autre pouvoir que ça, du tout. D'ailleurs, on peut s'en débarrasser très vite, comme on l'a vu dans l'histoire. Il suffit de le mettre en minorité, de l'arrêter. De le mettre hors la loi. De le mettre hors la loi et on l'exécute. Voilà. Mais est-ce que dès l'époque, il est identifié à une influence majeure, à une dominante au sein du comité de salut public? Alors, c'est une question intéressante parce que, en partie, oui, dans l'opinion, mais surtout, ce sont les pouvoirs étrangers, c'est les puissances étrangères. Par exemple, le duc d'York, qui est à ce moment-là donc en guerre contre la France, fait un discours dans lequel il parle des armées de Robespierre. Et Robespierre s'en plaint à la Convention, à la tribune de la Convention. Il dit ils font semblant de croire que ce sont les armées de Robespierre alors que ce sont les armées françaises, les armées de la Convention. Et donc il y a une espèce de calomnie. Alors est-ce qu'elle est consciente, est-ce qu'elle n'est pas consciente, est-ce qu'elle est volontaire ou pas, ça reste à discuter. Elle est en grande partie construite déjà. Elle est en partie construite par les Anglais notamment. Il y a en fait l'idée que Robespierre serait le chef. Mais Robespierre s'en plaint, il le dit. Il
dit grosso modo, je suis le chef de rien. Mais l'idée de Robespierre dictateur est une idée qui commence également très tôt. Dès 91, on voit apparaître l'idée qu'il voudrait tout dominer, remplacer le roi, comme on le disait tout à l'heure. Et en 92, à l'automne 92, quand commence la Convention, quand la République entre en fonction, il y a Louvet et d'autres Girondins qui vont accuser Robespierre d'être un dictateur ou de vouloir le devenir. Plutôt de vouloir le devenir. Vouloir le devenir en s'appuyant sur Paris et la Commune de Paris. Donc l'idée c'est déjà précablé en fait. On a déjà dans l'espace public, du fait de la presse, une rumeur qui circule. Qui est à ce moment-là dominée par les Girondins. Dominée par les Girondins, une rumeur qui circule et qui pourrait finalement attester le fait que Robespierre voudrait devenir dictateur. Donc quand finalement on l'accuse de l'être en fait, on s'appuie déjà sur un coussin médiatique, on dirait déjà bien fourni. Un mot sur les Girondins, qui sont donc les adversaires de la montagne en gros, Oui. et qui représentent une position politique plus fédéraliste, c'est ça? Non, les Girondins, ce sont des clairement, au moment où d'ailleurs, le mot Girondin n'apparaît pas à l'époque. Hein. Le mot Girondin n'apparaît pas, ça arrive plus tard. C'est les Brissotins? On parle des Brissotins, c'est-à-dire des amis de Brissot. Et il se trouve que parmi eux, il y a un certain nombre de députés du département de la Gironde, mais on n'utilise pas le terme de Girondin. En tout cas, on l'utilise peu. On l'utilise très peu, pardon. Et donc, en fait, pour dire vite, c'est la droite de la Convention. C'est le côté droit de la Convention. C'est-à-dire ce sont des partisans d'une république libérale économique. Ils sont pour la liberté limitée du commerce. Ils sont pour un système représentatif dans lequel les citoyens votent une fois tous les ans ou tous les 2 ans sans qu'ils puissent intervenir par ailleurs dans la vie politique, etc., etc. Donc ce sont des partisans d'une république qu'on pourra par la suite appeler bourgeoise ou une république propriétaire, pour dire vite. Mais c'est vraiment un raccourci que je fais. C'est le moment de rappeler que face à ce projet de société qui se dit républicain, il y a un autre projet de société républicain qui est en concurrence, et au moins deux projets qui rentrent en conflit, celui de la montagne. Une montagne qui est évidemment favorable à une démocratie, comme on le disait tout à l'heure dès le départ, une démocratie active, où le fait de voter n'est pas le seul acte du peuple souverain, un peuple souverain qui ne délègue pas sa souveraineté, qui ne délègue pas le pouvoir législatif, mais qui en délègue un peu l'exercice, mais qui contrôle aussi l'exercice. Fait concrètement donc un peuple qui garde, qui est partie prenante du législatif. Qui ne se laisse pas déposséder. Qui ne se laisse pas déposséder. Et donc il y a des tensions, des conflits, une violence forte autour de deux projets rivaux, où le projet montagnard est un projet également qui est proche des positions populaires dans la mesure où il demande à ce que le droit à l'existence soit le droit qui structure la République. Il n'y a République, disent-ils, c'est pas parce qu'il n'y a pas droit qu'il y a République. Il y a République quand les principes de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen sont mis en œuvre. Donc où on vit effectivement dans un régime où chacun a un droit égal à la liberté. Pour avoir un droit à la liberté, il faut pouvoir exister. Donc une république est là pour garantir l'existence des plus démunis. C'est ça, le droit à l'existence, c'est le droit de vivre correctement. Le droit de vivre dignement. Ils disent le fait de laisser le commerce à une entière liberté, d'associer ça à une loi martiale qui réprime ceux qui ne sont pas d'accord, c'est pas un acte qui renvoie à la liberté. Le propriétaire, le spéculateur fait ce qu'il désire, et pourquoi sa liberté ne s'arrêterait pas, ou comment celle de l'autre, disent-ils. À exister. Vous appliquez l'idée de liberté avec la contrainte qui est, face à vous, il y a d'autres personnes, donc votre liberté va s'arrêter. L'article 4 de la Déclaration des droits, naturellement, à la liberté de l'autre, mais pourquoi vous n'appliquez pas ça aux propriétaires? Pourquoi n'appliquez pas ça à ceux qui spéculent sur la vie des gens? Voilà. Donc il y a deux visions du monde, l'une qui est développons le marché et nous aurons au bout du marché une égalisation qui va se faire naturellement entre les riches et les pauvres, parce que le jeu de l'offre et de la demande... Par le ruissellement. Mais c'est ce que par le ruissellement. Tout ça est extraordinairement actuel. Non, vous pensez. Et donc un marché qui va naturellement réguler les inégalités, donc il y a un horizon républicain, puisque c'est un horizon d'égalité, et d'autres qui disent non, c'est pas comme ça que ça se passe. On ne peut pas laisser au marché la politique, en fait. Il faut que la politique, au contraire, prenne en charge l'économie et que la question de ce qu'on laisse ou pas au marché, alors il y a des choses qu'on peut laisser au marché ou pas, mais que ce soit une décision politique. Et que ce soit une décision politique du peuple souverain, pas de l'Assemblée.
D'où le fait qu'il était important que ce peuple soit acteur concrètement de la politique. La montagne représente ça. Et elle est minoritaire, évidemment, pendant très longtemps, jusqu'au moment où la situation de la guerre, les contradictions de la politique girondine, les nécessités de la survie de la Révolution font qu'ils vont trouver une majorité au sein de la Convention, qui n'est pas la Convention montagnarde, comme on le dit tout le temps, mais une majorité qu'ils arrivent à faire autour de leurs idées, mais qui va voler en éclats avec le 9 Thermidor. Avec l'exécution de Robespierre, précisément. Le point de départ de votre livre, c'est Thermidor, la chute de Robespierre, et le fait que dès ce moment-là, il y a un travail de diabolisation et même éventuellement de falsification des documents. Oui, tout à fait. Le jour même, quand Robespierre va être arrêté, donc, et puis exécuté, on va fabriquer un faux sceau avec une fleur de lys qu'on va poser sur son bureau en indiquant comme ça que la preuve est faite que Robespierre voulait devenir roi. Et d'ailleurs, il pensait même faire évader la fille de Louis XVI qui était prisonnière au Temple et l'épouser pour fonder une nouvelle dynastie. Donc, c'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur des rumeurs qui circulaient dans la presse girondine, dans la presse royaliste depuis 90-91, pour construire, en quelque sorte, une légitimité à ce qui vient de se passer. C'était un traître. Là, c'était pour justifier sur voilà. le moment. Là, sur le moment, il faut justifier. Donc, ça veut dire que c'était un traître à la liberté, et il était d'autant plus pernicieux qu'il avait tous les masques de la liberté elle-même. C'est-à-dire qu'on pouvait lui faire une confiance aveugle. Il avait une popularité énorme, et même lui. Même l'incorruptible. Même l'incorruptible était en fait corrompu. Donc on va travailler sur un personnage dont on va inverser en quelque sorte toutes les qualités qu'on pouvait lui prêter par ailleurs dans le mouvement populaire. Donc on va faire ce monstre, ce tyran sanguinaire qui voulait accaparer le pouvoir, qui voulait d'abord au départ renverser la Convention, imposer son pouvoir à la Convention. Et la brèche est ouverte et donc petit à petit dans l'espace public se diffusent des nouvelles, des chansons, des pièces de théâtre, des idées qui disent que Robespierre était un tyran. Effectivement, d'ailleurs, la Convention elle-même est en train de le raconter. Donc on a quelque chose qui enfle petit à petit et la Convention va elle-même s'alimenter à cette rumeur pour améliorer l'histoire, la développer, faire que Robespierre était quelqu'un qui voulait régner véritablement avec des personnes qui étaient à sa solde, ne voulait pas simplement écraser la Convention, mais écraser toute la France. Donc on va petit à petit, pendant un an, fabriquer un Robespierre, qui est un Robespierre monstrueux, un Robespierre repoussoir, et ce qui va permettre à la Convention thermidorienne de balayer le programme politique qui avait été mis en œuvre en l'an 2. Ça correspond à un changement politique. Absolument. Général. Il faut fabriquer les conditions, pendant un an, c'est un processus très long, il faut fabriquer les conditions d'une rupture avec la Révolution telle qu'elle s'est construite depuis 89. Donc il faut fabriquer les conditions d'une rupture dans lesquelles la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne soit plus un programme politique, mais simplement des principes généraux. Et donc on va dire que la Déclaration, c'est la terreur, que Robespierre incarne la terreur, que la Constitution de 93 et la Constitution de Robespierre, qu'il incarne tout ça, et comme c'est un sanguinaire, un tyran, un atroce, la Constitution qui est son œuvre doit également être éliminée. Et ça s'appelle Thermidor. Et ça s'appelle Thermidor. Alors, ce qui est amusant aussi dans cette phase, c'est que les choses évoluent très vite. Par exemple, la fable du Robespierre roi que vient d'évoquer Yannick, Robespierre qui veut devenir roi, elle disparaît assez vite. Parce qu'au bout de 3-4 semaines, on trouve d'autres trucs. C'est pas crédible. Ça, c'était pas très crédible, sauf sur le moment. Donc ça, on le met un petit peu de côté. On va avoir d'autres rumeurs. Alors, une des rumeurs les plus importantes, ça va être que Robespierre, Saint-Just et Couthon, c'est à ce moment-là qu'on crée ce qu'on appelle le triumvirat, qui en fait n'a aucune réalité auparavant, parce que Couthon connaît Saint-Just et Robespierre, mais il ne forme en aucun cas un groupe séparé du reste des membres du comité de salut public. Donc on explique que le triumvirat voulait se partager la France, comme les triumvirs voulaient se partager l'Empire romain. Et il y a cette idée qui est développée, notamment par Babeuf, qui par la suite changera et revient là-dessus. Il explique que, en fait, ce triumvirat voulait se partager la France, mais qu'avant, il fallait la dépopuler. C'est-à-dire, il fallait qu'elle perde de sa population. Et pour perdre de sa population, il fallait massacrer une grande partie de la population. Et pourquoi est-ce qu'on voulait faire ce système de dépopulation? Parce que Robespierre voulait partager les terres. Parce que leur système est un système de partageux, de niveleurs, on dit à l'époque. C'est-à-dire, on dit que c'est un système de niveleurs qui veut
qui s'attaque aux riches, qui s'attaque à la prospérité. Et pour arriver au partage des terres, à la loi agraire, comme on dit, il faut dépeupler la France. Et pour dépeupler la France, on a des guillotines. Alors, par exemple, on invente la guillotine... c'est à combien de têtes, la guillotine? 9 têtes. La guillotine à 9 têtes, avec un sanguiduc. On invente un sanguiduc, parce qu'il y a trop de sang. Alors évidemment, on a créé un sanguiduc qui, etc. Bon, mais on l'invente, c'est-à-dire dans la presse. On dit qu'il avait ce projet? Dans la presse, dans la littérature. Voilà. Non, il y avait ce projet de guillotine à 9 têtes, et voilà, il fallait construire un sanguiduc pour... Et il fallait même qu'il y ait un ensemble de sans-culottes qui touille le sang pour pas qu'il coagule et qui continue à bien s'écouler. Ouais. Donc il aurait eu un projet qu'on dirait aujourd'hui génocidaire ou en tout cas de massacre de masse. Voilà. Et alors, et en plus de ça, comme Robespierre évidemment était quelqu'un de relativement peu présent dans la sphère publique, c'est-à-dire qu'il recevait peu, c'était pas un mondain Robespierre, il avait quelques amis, c'est tout. Et donc on le connaissait finalement peu. Donc on va inventer des choses sur sa vie privée. On va expliquer que l'idée du Robespierre puceau qui n'a jamais couché avec une femme, c'est postérieur. À ce moment-là, on explique qu'il a une maîtresse dans chaque commune de l'Île-de-France. Qu'il y a des châteaux dans lesquels il a des maîtresses avec Saint-Just. Saint-Just a des maîtresses. Couthon, qui était un paralytique, a aussi des maîtresses. Et Robespierre Saint-Just et Couthon sont morts aussi à ce moment-là. Oui, ils ont été exécutés en même temps que Robespierre. Et donc on va inventer qu'il avait des maîtresses un peu partout et qu'il jouissait à faire peur aux belles aristocrates qu'il menaçait de mort. Et donc ça, c'est donc une espèce de sadique avant la lettre, puisque le terme... On l'utilise encore, évidemment. C'est une époque où Sade est en train d'écrire. Il a été libéré, je crois, par la Révolution, puis il va enfermer très rapidement. Et cette idée du Robespierre vénéneux, on va la retrouver 6 ou 7 mois plus tard, notamment dans toute une campagne politique contre les anciens membres du comité de salut public, ceux qui avaient éliminé Robespierre, en fait, vont être à leur tour accusés par des gens encore plus à droite, si j'ose dire. Et on va dire c'est la queue de Robespierre. Et il va y avoir une douzaine de pamphlets qui s'intitulent « La queue de Robespierre », avec des jeux de mots grivois, où on explique que la queue de Robespierre, c'est le couteau qui va ouvrir en deux le ventre des jeunes vierges, etc., etc. On parle de l'allumelle, parce que la queue de Robespierre, elle est vénéneuse, et ces personnages sont les continuateurs, et donc c'est la queue de Robespierre. C'est le moment également où on va fabriquer un Robespierre débile, un analphabète, qui ne sait à peine écrire, très peu lire, et qui fait construire ses discours par d'autres parce qu'il en est parfaitement incapable. Donc on va en faire un néant absolu. Il n'a même pas l'ampleur d'un vrai tyran, il n'a même pas d'équivalent dans l'histoire, même si on va le renvoyer à Cromwell souvent. Et à Catilina. À Catilina, il est en dessous de ces modèles-là parce qu'il est d'une médiocrité absolue. C'est le médiocre complet, Robespierre. Voilà. Ça veut dire qu'on fait un Robespierre qui est monstrueux, qui est un monstre sexuel, qui est un incapable, qui est à la solde de qui veut bien l'entendre, qui est un arriviste. Qui est un envieux. Un envieux. Et un bilieux. Il y a toute une série de discours autour du corps de Robespierre, autour de son apparence. C'est aussi à ce moment-là que se construisent des images gravées qui représentent Robespierre comme une espèce de furieux. Et dans la science humorale des humeurs de l'époque, Robespierre, comme c'est un hypocrite, a les caractéristiques physiques d'un hypocrite. Alors, quelles sont les caractéristiques physiques d'un hypocrite? Eh bien, il est jaune ou il est vert, parce qu'il a une maladie de foie. Et donc, on représente Robespierre comme étant un bilieux. Voilà. Et on va le retrouver dans le cinéma. C'est l'image habituelle qu'on a de Robespierre, avec ses petites lunettes fumées, et puis le teint verdâtre, Kakoshim, qui est toujours là, en train de se plaindre avec un mouchoir. D'accord. Très récemment aussi, il y a eu cette fameuse affaire de la pseudo-reconstitution en 3D du visage de Robespierre, grêlé il avait une sale gueule, hein. Oui, avec une sale gueule. Ouais. Il y a eu cette fameuse pseudo-reconstitution du visage de Robespierre qui est absolument repoussant et qui a été dénoncée d'ailleurs comme une opération politique anti-robespierriste par certains. Qu'est-ce que vous en pensez tous les deux? Je ne sais pas si c'est une opération politique anti-robespierriste. Je ne vais pas jusque-là. Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que l'image qui est donnée d'abord effectivement correspond au pire cliché thermidorien. Mais c'est ça, c'est quand même, le hasard fait bien les choses. Voilà, c'est pas le hasard. Donc on a vraiment des clichés thermidoriens absolument épouvantables. Et en même temps, il y a une falsification au point de départ, parce que de toute façon, il n'y a pas de masque mortuaire de Robespierre. C'est ça. On n'a jamais eu. Donc, pour dire ce dont il s'agit, un médecin, un scientifique, donc c'est basé
prétendument sur le masque mortuaire de Robespierre pour reconstituer son visage. Et le résultat, c'est quelqu'un qui fait vraiment peur. Ah ça, bon, on sait depuis longtemps, depuis un siècle, que ce masque est un faux. Voilà, ça fait très longtemps qu'on sait que ce masque est un faux, parce que tout simplement, précisément, quand Robespierre a été exécuté, ils se sont dépêchés de le mettre dans de la chaux vive, et on n'a pas de traces. Donc, que personne ne garde un petit morceau en face une relique. Voilà, ce masque est un faux. Mais effectivement, cette reconstitution aboutit finalement à un certain nombre de clichés thermidoriens, qui sont exactement... alors le gars qui a la petite vérole, des gros yeux, etc., etc. Et donc, c'est toujours très important, toujours très intéressant de voir comment les mythes créent du corps. CORPS, c'est-à-dire comment il crée des images corporelles totalement inventées. Parce que fondamentalement, on ne sait pas trop à quoi il ressemblait Robespierre. On n'a pas beaucoup d'images de son vivant. Et donc, il y en a quelques-unes, on a quelques idées, mais il est fort peu vraisemblable qu'il ressemblait à ça, en tout cas. Mais alors, en même temps, vous partez du fait aussi qu'il y a une distorsion qui s'opère parce qu'il y a un tri dans les sources dont on dispose encore aujourd'hui, avec des destructions volontaires dans ces papiers. Alors il y a une commission qui est dirigée par Courtois, qui est un des conventionnels, qui est là pour examiner les papiers retrouvés chez Robespierre. Il va faire un rapport, il va mettre en annexe un certain nombre de papiers trouvés chez Robespierre, qui sont des papiers à charge. En d'autres termes, l'objectif des papiers collectés et publié et d'accuser Robespierre et ceux qui sont proches. Ça veut dire que tout le reste est mis de côté. Et ça, c'était 1794. Ça, on est en 95. On est en janvier 95. On est dans le processus, qui dure un an, dans lequel on fabrique un Robespierre qui est un monstre et qu'on va étoffer dans sa monstruosité au fur et à mesure. Et il y a par ailleurs le fait que vaut mieux pas être proche de Robespierre ou avoir été proche de Robespierre ou se réclamer de Robespierre parce qu'on risque d'avoir quelques problèmes. Donc, de nombreux proches de Robespierre vont se séparer de leurs papiers, les brûler. Ça veut dire qu'on a, au bout du compte, peu de manuscrits de Robespierre et qu'il a fallu reconstituer quand, scientifiquement, on a essayé de rétablir le texte de Robespierre, les œuvres de Maximilien Robespierre qui ont été éditées par Mathieu, d'abord celui qui a fondé la Société des études robespierristes au début du XXe siècle, et on a reconstitué ses propos à partir de la presse. Donc ça veut dire que dans ces œuvres, quand on a un texte de Robespierre, un discours de Robespierre, on ne se réfère pas, ou rarement, à un manuscrit ou manuscrit lui-même, mais à des versions, car les œuvres sont conçues de la sorte. Il y a le discours de Robespierre et il y a d'autres versions qui ont pu apparaître dans la presse. Donc on est obligé de jongler, de travailler comme ça sur des sources qui sont en grande partie reconstituées. Et ça tient au fait que, effectivement, à ce moment-là, on va se débarrasser de Robespierre en tant que personne même. On va essayer de détruire la mémoire même que l'on pourrait garder de lui. On fabrique donc un personnage totalement négatif, on reconstitue un personnage. Et en même temps, on empêche la postérité de revenir sur cette image en détruisant les pièces qui on pourraient... détruire son corps, hein, et on va détruire... Déjà en détruisant son corps, oui. Ah bon? Oui, parce qu'il est mis il est envoyé dans la fosse commune et on répand de la chaux sur tout le monde pour qu'on ne puisse pas retrouver les os. On a peur qu'il y ait des reliques. Ça, moi, j'ai l'historien du Moyen-Âge et ça me fait penser à ça. Qu'il y ait des reliques. Mais cela dit, on avait fait la même chose avec Louis XVI, hein, donc c'est pas propre à Robespierre. Pour la même raison. Pour la même raison. Ce qui est intéressant, c'est que le fameux Courtois dont on a parlé a gardé les papiers par devers lui. Il a gardé tout un tas de documents. Sans doute, il avait des dossiers un peu compromettants sur les uns les autres. Il se les a gardés sous le coude. Mais en 1800, pour s'en servir éventuellement. Mais en 1815, au moment où les Bourbons reviennent, pris de panique, il ressort les paplards et il les détruit tous, ou presque tous. Et les quelques manuscrits de Robespierre qui sont ressortis là en 2010, ça fait sans doute partie de ces papiers-là. Ces papiers qui avaient été mis sous le coude par Courtois et qui n'ont pas été détruits en 1815. C'est assez amusant. Il les détruit parce qu'il a peur d'être compromis lui-même à la Restauration. Voilà. D'accord. Parce qu'en tant que régicide, c'est ça, qui a voté la mort du roi. Qui a voté la mort du roi, il est obligé de s'enfuir en 1815. Et donc il s'empresse de tout détruire. Notamment, paraît-il, un beau portrait de Robespierre. Il avait gardé un portrait de Robespierre. Qui n'était pas assez disgracieux, peut-être. Peut-être, voilà. On ne sait pas exactement à quoi il ressemblait, mais enfin, il a été détruit. La période consulaire et impériale est un hiver révolutionnaire total, c'est-à-dire qu'on ne publie rien sur Robespierre, on n'évoque jamais Robespierre, d'ailleurs on n'évoque pas la Révolution, on n'évoque pas Louis XVI, donc la période impériale est vraiment une espèce de blanc dans la production. Rien ne paraît là-dessus. Et en fait, paradoxalement, on va commencer à republier des choses sur Robespierre, voire à publier certains de ses papiers,
puisque précisément la police de Louis XVIII a récupéré quelques paplards chez Courtois, et on va publier un certain nombre de ces paplards qui s'appellent « Papiers inédits retrouvés chez Robespierre, etc. etc. » À la Restauration, donc, à la chute de Napoléon. Voilà. En fait, c'est même un tout petit peu après, disons que c'est à partir des années 1821, 22, 23, où on va avoir des publications de mémoires. C'est-à-dire des gens vont publier leurs mémoires. Il y a un éditeur qui s'appelle Barrière qui a la bonne idée de faire un projet éditorial en éditant de manière plus ou moins exacte des mémoires ou des faux mémoires d'acteurs de la Révolution. Par exemple, on reconstruit, on fabrique des mémoires de Brissot, par exemple, Brissot qui n'a jamais écrit de mémoire. Et donc, on reconstruit des documents pour faire un coup d'édition, hein, parce que ça se vend très très bien. Le gars qui fait ça gagne beaucoup d'argent. Et donc, on a une espèce de production éditoriale comme ça dans les années 1820, mais aussi, on a une production éditoriale de gens comme Buonarroti, qui ont été, Filippo Buonarroti, qui était un proche de Robespierre, hein, qui ont été des révolutionnaires donc, au moment de la Révolution, qui étaient très jeunes, mais qui, dans les années 1820, vivent toujours et racontent leur révolution. Donc, la publication de Buonarroti sur la conspiration d'égalité, c'est 1828, il publie ça à Bruxelles, mais il y en a d'autres, Laurent de l'Ardèche, etc. D'autres gens écrivent, publient des choses. Et puis, il y a un petit malin qui a la bonne idée, sans doute, d'aller voir Charlotte Robespierre, qui vit toujours. Hein, sa sœur, et qui prend des notes, sans doute, on ne sait pas exactement comment ça s'est passé, mais ce petit malin, il s'appelle Rebaud, et il sort un bouquin qui s'appelle « Mémoires inédites de Robespierre », qui ne sont évidemment pas des mémoires de Robespierre, mais à l'intérieur duquel il y a des textes de Robespierre, parce que visiblement, Charlotte a dû lui donner des paplards, ou il a dû lui soutirer, on ne sait pas, parce que c'est une vieille dame à l'époque, et donc il fait un coup éditorial, pareil, et il balance ces mémoires inédites de Robespierre, qui contiennent des documents de Robespierre, mais qui sont un tissu qui sont un truc totalement réécrit. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est on est dans un moment où on génère de l'archive, en fait, hein, où on fait à la fois un travail politique et un travail d'historien, parce que si l'on veut mettre à l'ordre du jour la République, à partir de 1830, hein, où la possibilité d'un retour à la République pouvait être envisagée, en fait, avec la Révolution, les Trois Glorieuses. Voilà, et en fait, c'est la monarchie de Juillet qui va commencer. Si on veut que la République soit crédible, il faut absolument que celui qui la représente cesse d'être cette espèce de monstre bilieux, priapique, inculte. Et en même temps puceau. Et en même temps plus. C'est après qu'il est puceau. Donc on va fabriquer, on va générer on va retrouver des textes, hein, on va les éditer et on va générer de l'archive et générer également des faux dans une espèce d'amas qui constitue en fait une première strate, une première couche qui tente à opacifier l'histoire que l'on pouvait avoir avant dans la tête d'un certain nombre de témoins qui existent au demeurant aussi à l'époque. Buonarroti est là. Mais on a une couche qui se constitue et qui est importante parce que quand on va écrire par la suite une biographie de Robespierre, par exemple en 1950, 1960 ou aujourd'hui, jusqu'où va-t-on faire venir les racines en tant que biographe ? Eh bien, on peut aller directement dans la Révolution française, aller peut-être rechercher des choses sur la jeunesse de Robespierre, mais malheureusement, il n'y a rien. Il n'y a pas d'archives. Il n'y a pas grand-chose. Il y a très peu de choses. Hein. Donc, sur quoi on va s'appuyer ? Pourquoi pas sur ces mémoires de Charlotte, hein. C'est quand même une source intéressante. Bon, on ne sait pas très bien ce qu'elle vaut, mais quand même... Ils sont distordus possiblement de manière radicale. Je dois faire une biographie, donc il faut quand même que je m'appuie sur quelque chose. Quoi. Charlotte, en fait, elle s'est fait rouler 2 fois, si j'ose dire, la pauvre. Une fois par Rebaud, avec cette histoire de mémoire inédits qui sont des faux. Enfin, la deuxième fois, elle ne s'est pas fait rouler. Mais... Non, elle était d'accord. Elle était d'accord la deuxième fois. Elle a vu arriver un jeune militant républicain qui s'appelle Laponneret, Albert Laponneret, qui est un enthousiaste de Robespierre et qui va on peut dire, réécrire sous sa dictée les mémoires de Charlotte Robespierre. Et Laponneret est le premier, enfin un des premiers, c'est pas le premier, mais c'est un des premiers, à publier une histoire de Robespierre qui soit totalement hagiographique. C'est-à-dire où là, on va prendre la légende noire et on va là retourner cette légende noire. C'est-à-dire qu'on représente Robespierre comme un priapique, etc. Lui, il va dire non, c'était un homme tellement occupé par la politique qu'il n'a eu aucune vie privée. On va dire il aimait tuer les pigeons, oui, parce qu'il y a un truc comme ça, il aimait tuer les oiseaux, ce qu'on disait à un moment donné. Sa sœur va dire non, il aimait bien les pigeons, etc., etc. Donc se construit à ce moment-là, par opposition, une légende dorée qui désincarne Robespierre, c'est-à-dire qui en fait un saint.
Parce que pour la Ponneray, c'est lui qui utilise cette expression-là, Robespierre, c'est l'homme-principe. C'est-à-dire, il incarne tellement le principe qu'il en est un peu déshumanisé, en quelque sorte. Et on voit bien comment se fabriquent dans cette légende dorée des outils qui vont être utilisés par la génération suivante pour alimenter et renforcer la légende noire. Le Robespierre-Puceau, par exemple. Robespierre-Puceau, Robespierre tellement obnubilé par les principes qu'il ne voit plus la réalité du monde, qui va essayer de faire rentrer son délire à coups de guillotine dans cette espèce de rationalité. Voilà, donc on va fabriquer la légende dorée, finalement, pourvoyeuse d'outils. Sans le vouloir. Voilà, pour la légende noire, qui va, elle, élaguer tout ce qui était trop grotesque et ridicule qui existait avant pour essayer de faire quelque chose de plausible au moment où on va écrire. Donc, par exemple, Proyart, qui est la grande source des biographes, écrit sous le nom de Leblond de Neuve-Église, alors qu'il est en Allemagne, qu'il est à Hambourg en 1795, qui a connu Robespierre quand il était jeune, à Louis le Grand, parce qu'il était préfet des études. Il était préfet des études, responsable des boursiers. Voilà, donc il avait connu Robespierre élève, et c'était un contre-révolutionnaire qui se cache en Allemagne, Proyart, et donc il va produire des souvenirs sur Robespierre, qui sont évidemment apocalyptiques et totalement ridicules. C'est Proyart qui est à l'origine du fameux mythe de Robespierre, Robespierre élève, qui prononce son discours à genoux dans la pluie devant Louis XVI, qui a été repris par Romain Rolland et repris dans le fameux film du bicentenaire. L'idée étant évidemment de montrer que le jeune Robespierre a été snobé par Louis XVI et que donc il en a conçu un vif dépit. Ressentiment. Un vif ressentiment. Et donc, comme dit Proyart, ce serpent s'est vengé par la suite. Tout petit déjà. Tout petit déjà, voilà. Et Robespierre, en plus, lisait des mauvais livres sur la cuvette des toilettes. Alors, on ne sait pas quels sont ces mauvais livres. Il les tenait seulement de la main gauche. On ne sait pas s'il les tenait de deux mains, parce que pour Proyart, les mauvais livres, c'est Rousseau. Donc on ne sait pas si c'est ce type de mauvais livre ou si c'est d'autres. On ne sait pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que le neveu de Proyart va rééditer le texte du Tonton en 1850. Mais évidemment, ce que raconte Tonton en 1795 et qui passe dans le public de l'époque devient grotesque en grande partie si on l'édite en 1850. Donc il va totalement nettoyer le texte, enlever ce qui est ridicule, reformuler les choses pour qu'elles soient plausibles. Et c'est généralement dans cette édition-là que les biographes aujourd'hui de Robespierre s'alimentent pour chercher des anecdotes un peu croustillantes sur son enfance. Donc c'est une histoire qui est pleine de choses trappes dans les sources, de façon incroyable. C'est pour ça que c'est épais. C'est pour ça qu'il faut lire. On voit bien aussi que finalement, l'opposition qui traverse tout le 19e siècle entre les partisans de la Révolution qui pensent même qu'il faut la continuer, qu'elle n'est pas achevée, et puis ceux, au contraire, qui considèrent qu'elle se termine finalement avec la prise de pouvoir de la bourgeoisie, pour dire très simplement, cette opposition-là, elle se focalise autour de la personne de Robespierre. Quelles sont ensuite les étapes? Il y en avait 4, vous avez dit. La première, renumérotez-les parce que... Alors la première, c'est l'étape 1830-1848, le moment où on a besoin de reconstituer un camp républicain et donc de laver du péché celui qui en est le représentant emblématique. C'est aussi le moment où on réédite un certain nombre de textes de Robespierre, et notamment ces discours de 1793, qui deviennent à ce moment-là, dans les années 1830-1848, le discours du 24 avril 1793 sur la déclaration des droits de Robespierre devient le bréviaire du mouvement républicain. C'est-à-dire qu'il est imprimé, il est réimprimé, il est lu, il est mis en affiche, on le lit dans les sociétés, la Société des droits de l'homme de 1830, le publie. Et donc là, on a une figure positive de Robespierre entre 1830 et 1840. Et on en reprend le flambeau en disant la Révolution, dans son projet social et son projet démocratique, a été arrêté par le Neuf Thermidor, il faut absolument que l'on reprenne le flambeau. Donc on est à la fois sur le plan politique en train de se référer au programme de la montagne incarné par cette déclaration des droits de Robespierre, et on est sur le plan de la construction de la documentation aussi, au moment où on va générer de l'archive. On va avoir un autre moment qui correspond aussi en partie à celui-là, qui est le moment de la Commune, où on va aussi reprendre le flambeau, où un certain nombre de militants de la communards, comme Piao de l'Écluse, vont dire « nous sommes des montagnards, nous sommes les suivants ». Mais il n'y a pas véritablement, dans ces années
qui suivent la Révolution de 48 de moments Robespierre au sens où il aurait été, où il serait un interlocuteur véritablement dans l'espace public, accaparé, non pas par des militants qui sont déjà des convaincus en fait, mais qui sera accaparé par un public plus vaste. Il faut attendre les années du Front populaire. Ouais. Il y a un autre phénomène qui est très important à comprendre, c'est qu'après 1848 et après la prise du pouvoir par Louis-Napoléon Bonaparte, donc en 52, le Parti républicain, ou ce qu'il en reste, fait à un moment donné le choix de bazarder la référence à 93. C'est-à-dire notamment, c'est très, très marquant chez Quinet, Quinet qui oppose la bonne et la mauvaise révolution et qui dit grosso modo Robespierre c'est la monarchie, c'est le catholicisme, c'est l'Inquisition, tandis que, lui il est protestant, alors que du côté on a les protestants, on a la bonne révolution et on a le Parti républicain sage. C'est-à-dire que vers 1850, à partir de 1850, le Parti républicain qui jusque-là se référait en permanence à la Révolution française, commence à rejeter la référence. C'est l'occasion d'une passe d'armes, notamment entre Quinet et Pérat. Pérat, qui est un député républicain, qui lui est un admirateur du jacobinisme. Et Pérat reproche à Quinet d'avoir bazardé la référence à la Révolution française. Voilà. Et donc le Parti républicain recomposé sous l'Empire rejette les Jules Ferry, etc., etc. sont des gens qui admettent la bonne révolution de 89, mais qui rejettent tout le reste. Et donc qui rejettent évidemment Robespierre. En quelque sorte, c'est les thermidoriens, alors. Il renoue avec Thermidor. On a un projet de la Troisième République. Bon, on l'explique dans l'autre bouquin, là, sur le directoire. On a un modèle thermidorien, directorial, qui, en gros, définit les axes qui seront ceux de la Troisième République. Simplement, le directoire et Thermidor ont très mauvaise presse. Michelet déteste cette période. Il arrête son histoire de la Révolution française à Thermidor. Donc, la tradition républicaine ne va pas se réclamer. Il ne se réfère pas. Du directoire. En revanche, vous avez parfaitement raison, on est sur le plan des références, sur le plan du fonctionnement, sur le plan de la conception de la République, on est à peu près dans la même mouture. Donc l'idée république, enfin la République arrivant au pouvoir, elle va maintenir une révolution française qu'elle reconstruit totalement, entièrement. Celle qu'on va enseigner d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui en grande partie. Elle la reconstruit en fonction de ses objectifs politiques. Et elle va en exclure évidemment Robespierre, qui sent trop la Commune, qui sent trop ses insurrections. Et c'est le moment où Hugo d'ailleurs va faire son 93. Ce retrait de la figure de Robespierre est concomitant de la mise en avant de celle de Danton. Puisque Auguste Comte et les positivistes, qui influencent, comme on le sait beaucoup, la Troisième République, ce sont eux qui ont construit la figure du Danton opposé à Robespierre. Il n'y a pas, en fait, le fameux duel Robespierre-Danton n'a jamais existé, en réalité. C'est une construction absolue. D'abord parce que Robespierre et Danton étaient d'accord sur plein de trucs. Et puis, par ailleurs, ils n'avaient pas du tout la même stature. Danton, c'est un homme politique, notamment parisien. En dehors de Paris, il n'est pas très, très connu, etc., etc. Bref, peu importe. Ce que je veux dire, c'est qu'on a construit une image de Danton par opposition à celle de Robespierre. Danton représentant la pulsion de vie, Robespierre représentant la pulsion de mort, pour dire vite. Et ça, ils le prennent chez qui? Ils le prennent chez un romantique allemand, Büchner, qui a écrit une pièce dans les années 1830, où Robespierre, c'est la pulsion de mort et Danton, c'est la pulsion de vie. Et donc, on statufie Danton, on le canonise, CF la statue qui se trouve place de l'Odéon, carrefour de l'Odéon à Paris, et on fait de Danton le héros républicain. Donc on utilise la pièce de Büchner et cette opposition factice. Nettement plus tard, à la fin du 19e, au temps de la Troisième République. Et donc on est dans un moment où Robespierre n'est pas véritablement dans l'espace public. Il est du côté des militants, mais la doxa républicaine écrase complètement Robespierre. Et ça change alors? Et ça change à partir du Front populaire. Au moment où la Révolution française va être reprise par le Parti communiste. Et donc la Révolution française n'est plus l'objet des radicaux, n'est plus la chose des républicains d'avant la Première Guerre mondiale. La Révolution française devient la chose du Parti communiste et Robespierre devient un héros communiste à ce moment-là. Bien que bourgeois. Bien que bourgeois, parce qu'il incarne la révolution bourgeoise dans ce qu'elle a de plus abouti. Et eux veulent faire la révolution prolétarienne. Et donc, en gros, Staline devient le Robespierre de la révolution prolétarienne. Comme Robespierre était le héros central, ou le Staline, si on
continue le chiasme, le Staline de la révolution bourgeoise. Donc on fabrique de toutes pièces un nouveau Robespierre, hein, qui est d'ailleurs en porte-à-faux par rapport à l'ancien Robespierre qui était porté par le Parti communiste. À la fin des années 20, début des années 30, la ligne du Parti communiste et de la Troisième Internationale déteste Robespierre. C'est un petit bourgeois. Albert Mathieu, qui était le grand historien de la Révolution française à l'époque et qui est celui qui a travaillé pour déconstruire la légende de Danton et remettre en avant ce qu'a été la politique de Robespierre. Mathieu, qui meurt en 1932, a droit à une nécrologie particulièrement assassine de Jean Fréville, Eugen Kaft, qui était Jean Fréville, c'était la plume de Thorez. Donc d'un leader communiste. Voilà. Et Fréville dit en 1932 que Robespierre c'était un petit bourgeois confit dans ses habitudes, que Mathieu c'est la même chose, que la vraie révolution, elle est portée par le père Duchesne, elle est portée par les enragés, elle est portée par les hébertistes. Et quelques années plus tard, on change de PC classe, change. on n'est plus dans la lutte classe contre classe, on est dans un autre... Dans le front populaire. On est dans le Front populaire, et donc on va allier, c'est Duclos, place de la République, le drapeau rouge et le drapeau bleu-blanc-rouge, qu'on reprend finalement aux Républicains, et on va prendre en charge quelque chose que les Républicains radicaux ne veulent plus toucher, qui est la Révolution française, pour le 150e anniversaire, 1939. On est à la veille de la guerre, et c'est l'anniversaire qui est pris en charge par le PC à ce moment-là. Thorez va à Arras et fait un grand discours où il s'appuie sur Robespierre pour expliquer la politique du Parti communiste. Et ça rentre en débat dans la société parce qu'effectivement, on n'est plus chez les historiens, on n'est plus simplement chez quelques militants, on est véritablement dans un moment où Robespierre apparaît, d'un nombre important de biographies sont publiées, de droite comme de gauche à ce moment-là, pour être contre ou pour Robespierre, à un moment donné où la République se délite, à un moment donné où la corruption d'un certain nombre de parlementaires fait la une des journaux, on pense à la Perstavinsky ou à d'autres, à un moment où les ligues d'extrême droite montent, anti-républicaines, et où Robespierre réapparaît pour des républicains, pour des hommes de gauche, comme une espèce d'amère, de repère, auquel on pourra se rattacher pour essayer de repenser ou essayer de revoir ce qu'était la République. Mais une République qui est retravaillée évidemment par la Révolution de 17, qui est retravaillée aussi par l'horizon communiste qui occupe de plus en plus le paysage politique à gauche. Alors après la Seconde Guerre mondiale, on peut dire, on a parlé dans le livre d'une normalisation de la figure de Robespierre, c'est-à-dire que alors, le discours contre-révolutionnaire anti-robespierriste reste le même, il ne change pas, mais grâce aux travaux universitaires notamment et à leur écho dans l'espace public, la figure de Robespierre devient une figure relativement positive. Quelqu'un, par exemple, comme Alain Decaux, dans ses émissions ou dans ses ouvrages très très grand public, ne fait pas de Robespierre un monstre du tout. Au contraire, c'est un héros. C'est un peu celui qui a sauvé la France par l'audace du Comité de salut public. Contre la coalition européenne. Contre la coalition européenne, etc. Donc, dans les années 60-70, il y a une espèce de normalisation de cette figure de Robespierre. Alors, on en a pour preuve la fameuse promotion de l'ENA. La promotion de 68 qui sort en 70 et qui se baptise... Promotion Robespierre. Promotion Robespierre. Je ne suis pas persuadé qu'à l'ENA aujourd'hui, il y aurait beaucoup de gens pour s'appeler Promotion Robespierre. Donc il y a une espèce de normalisation. Vous avez les documentaires La caméra explore le temps, qui font de Robespierre un personnage intéressant, etc. etc. Et cette normalisation, qui est le troisième moment qu'évoquait Yannick, succède... alors là, ce que Jean-Dumas Ducange a appelé le cauchemar des Jacobins, qu'on pourrait appeler autrement, qui est le développement des antitotalitaires à partir de la fin des années 70, des nouveaux philosophes. C'est la vague néoconservatrice. Voilà, ce qu'on pourrait appeler la vague néoconservatrice. Enfin, disons que c'est conjugué. Qui est conjuguée et qui est par ailleurs concomitante à la préparation du bicentenaire de la Révolution. C'est ça. Il y a une grande bataille en 1989 en France, entre les historiens, mais aussi dans les milieux éditoriaux et dans l'opinion publique, entre deux visions de la Révolution. Certes, mais en même temps, dans cette bataille, Robespierre est totalement évacué. C'est-à-dire que Robespierre, c'est le fantôme du bicentenaire. Pendant le bicentenaire, on ne parle pas de Robespierre. Enfin, très peu. Il y a un peu quelques communistes. Nous, on y était. Nous, on était étudiants, mais on faisait partie des rares qui parlaient de Robespierre. Voilà. Et quelqu'un comme Michel Vauvel, qui était un peu emblématique du parti, disons, de ceux qui voulaient perpétuer une mémoire positive de la Révolution française et qui continuaient à dire que non, elle ne représentait pas les origines du totalitarisme face aux Furétiens. Même Vauvel n'éprouvait pas le besoin de mettre en avant le personnage. Ce n'était pas sa stratégie.
Il y a un autre élément qui joue évidemment et que les historiens connaissent, hein, c'est que le paradigme à l'époque parmi les historiens à l'université, c'est pas du tout les vedettes, c'est pas du tout les hommes clés, les grands hommes. On est dans le paradigme labroussien, économique et social. Et donc les historiens de la Révolution française ont finalement fait peu de cas jusqu'aux années 70-80 des personnages. Des figures politiques. Des figures politiques. Voilà, il y avait Claude Mazory qui travaillait sur Robespierre. Sur Babeuf aussi. Sur Babeuf, mais ce n'était pas véritablement la ligne principale. Vauvel était un historien des mentalités au point de départ. C'est Voilà. pas un historien du politique. Finalement, il est devenu historien du politique un peu à son corps défendant à cause du bicentenaire. Et globalement, on a remarqué que jusqu'en 90 et au-delà, Robespierre est pas du tout. Robespierre est relativement peu étudié, à part nous et quelques autres, est relativement peu étudié dans ces années-là. D'accord. Mais les Furettiens, les partisans de François Furet, celui qui écrit à la fin de son livre L'avenir d'une illusion sur le communisme, qu'il faut renoncer à changer le monde, il faut l'accepter tel qu'il est, sans quoi on est quasiment directement complice des crimes de masse des régimes communistes, et sans quoi finalement on s'expose à commettre des horreurs. C'est quand même autour de Furet, donc... C'est autour de Furet, mais Furet est comme Gaxot, Pierre Gaxot, donc l'historien d'extrême droite qui fait son grand livre, d'ailleurs, au demeurant, sur l'histoire de la Révolution française, même si aux antipodes de ce que je pourrais écrire, ce que nous pourrions écrire. Gaxot, c'est l'extrême droite. Hein. Et donc Pierre Gaxot dit, il a la Révolution de 17, Furet a la Révolution communiste aussi en tête, hein. Gaxot a la Révolution de 17, il dit le problème, c'est pas Robespierre, le problème c'est la machine. Donc Gaxot est un des premiers à avoir mis en avant la machine jacobine. Ce qu'il appelle la machine jacobine. Comme structure totalitaire, alors. Comme structure totalitaire, même si ce n'est pas le vocabulaire qui est mobilisé. En tout cas, c'est à ça que ça fait penser, que ça se réfère, hein, et à mettre finalement Robespierre de côté comme étant pas le personnage fondamental. Ce n'est pas important de s'intéresser à Robespierre. Il est intéressant parce qu'il est emblématique peut-être de cette machine, ou qu'il en est le rouage le mieux huilé. Il en est le vecteur. Il en est le vecteur, mais ce n'est pas Robespierre qui est important. Et Furet est pareil. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans un discours où Robespierre occupe le centre de son propos. Ce qui occupe le centre de son propos, c'est le dispositif. Voilà, et c'est en cela que Robespierre l'intéresse. Alors, en particulier, ce qui est intéressant chez Furet, c'est que Furet change beaucoup d'avis quand même. C'est-à-dire qu'il y a le Furet de 75, le Furet de 78, et puis le Furet de 89, il change beaucoup d'avis. Par exemple, il écrit que la Révolution française est en substance la matrice du totalitarisme. C'est-à-dire que la Révolution n'est pas totalitaire, mais elle développe des principes qui seront utilisés par la suite pour définir le totalitarisme. Or, de cette idée-là, l'extrême droite de l'époque, des années 80, fait un raccourci qui n'a jamais fait Furet, qui est de dire la Révolution est totalitaire. Et devant la montée de ce type de discours qui assimile Robespierre à Pol Pot, à Mao Tse-tung, il y a que sais-je encore, Furet, à la fin de sa vie, va écrire un article dans lequel il dit mais c'est absurde, Robespierre, c'est pas Pol Pot. C'est pas Robespierre, c'est pas le totalitarisme. Il dit Robespierre, c'est celui qui véhicule le discours du jacobinisme, et ce discours du jacobinisme est la matrice du totalitarisme. Alors on peut discuter, on peut couper les cheveux en quatre, mais Furet n'est pas responsable directement, mais indirectement. Furet est quand même beaucoup plus intelligent que les gens qui lui ont fait dire ce qu'il disait pas. Voilà, pour dire vite. Voilà. D'accord. Merci. Alors je vais me tourner vers le public qui est venu nombreux pour voir si l'une ou l'un d'entre vous, ou plusieurs, ont des questions à poser. Moi, personnellement, j'aime bien Babeuf comme personnage, ne serait-ce que parce que très tôt, il s'est prononcé contre la peine de mort, et ça, c'était pas très, très courant à l'époque. Et puis donc, Babeuf et Buonarroti ont eu des rapports. Après, c'était, je me rappelle plus comment ça s'appelait, la conspiration. Enfin, c'était voilà, les égaux. Oui, conspiration des égaux. Ils étaient clandestins pendant la Restauration, et ils ont servi d'ailleurs de passerelle beaucoup pour les idées de la Révolution, et de façon clandestine, avec beaucoup de risques. Voilà, et donc c'était une précision sur cet aspect-là. Babeuf a été à un moment donné thermidorien, c'est-à-dire il fait partie de ceux qui ont condamné Robespierre dans le flot de cette condamnation qui est une véritable vague après juillet 1994. Et très rapidement, il va revenir sur
sa première version et dire que si l'on veut fonder une république démocratique et sociale, si on veut fonder la démocratie, c'est le terme qu'il emploie à l'époque, démocrate c'est une injure presque. Pour la droite, un démocrate, c'est un anarchiste. Les mots sont synonymes. Si on veut fonder la démocratie, dit Babeuf en 1996, alors il faut suivre ce que proposait Saint-Just, Robespierre. Je m'en veux, dit-il à un de ses amis, je m'en veux d'avoir à un moment donné pu dire le contraire. Et régulièrement, dans le Tribun du Peuple, il va faire référence à Robespierre, pas en tant que personnage ou comme, mais en tant que quelqu'un qui a posé les jalons essentiels de ce que peut être une république. Il dit « Relisez sa déclaration des droits de l'homme et du citoyen », le texte qui va servir de catéchisme aux républicains de la première moitié du 19e et de la Commune. Prenez sa déclaration des droits et vous verrez mon manifeste. Je le cite. Donc oui. Ça veut dire qu'il y a un lien très fort, une même conception de la République. Alors après, ça ne veut pas dire qu'ils aient les mêmes solutions et qu'ils reprennent exactement mot pour mot, que Babeuf reprenne exactement mot pour mot les idées de Robespierre. Évidemment pas. Mais Babeuf lui-même a expliqué qu'il se situait dans cette filiation, très très clairement. Oui, et Buonarroti était un proche de Robespierre, pour le coup, avant Thermidor, bien sûr. C'était un proche de Robespierre. Il faisait partie, c'était l'un des rares à être reçu chez Duplay, là où Robespierre vivait. Alors, est-ce que Buonarroti a joué le rôle d'intermédiaire dans la redécouverte de Robespierre par Babeuf? Ça, on n'en sait rien du tout. En revanche, oui, c'est un trait d'union. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Buonarroti est l'un des principaux traits d'union entre la génération révolutionnaire et celle de 1830. De ceux qu'on commence à appeler à l'époque les communistes, mais les communistes au sens de 1830, c'est-à-dire ce que nous on appellerait des républicains socialisants ou des républicains communalistes. Donc c'est vraiment très d'union. Mais Buonarroti n'est pas le seul, il y en a d'autres. Il y en a d'autres, il y a le Levasseur de la Sarthe, etc., qui ont été ce trait d'union. Des gens effectivement qui étaient dans la clandestinité dans les années 1810-1820. Une autre question? Alors je voulais simplement revenir sur un constat que j'avais fait. Voilà, je suis assez admirateur des propos de Michel Onfray. Ce qui m'a troublé, c'est son penchant pour les Girondins. Bon, encore une fois, je ne connais pas vraiment les arguments, je ne comprends pas tous les arguments qu'il avançait à ce moment-là, mais je vous ai écouté et j'ai vu que j'ai entendu de votre part que ce que vous en disiez était plutôt négatif. Alors pourquoi cette contradiction entre l'admiration que porte Michel Onfray envers les Girondins et vos propos à vous? Voilà. Alors, moi, je dirais que s'il y a contradiction, c'est peut-être celle de Michel Onfray, je ne sais pas, je ne suis pas dans sa tête. Mais notre point de vue, ce n'est pas d'être négatif à l'égard des Girondins. On n'est pas négatif. On dit simplement que les Girondins et les Montagnards, c'est deux conceptions différentes de la République. Pour nous, la République des Montagnards, c'est une République démocratique et sociale. Et la République des Girondins, c'est une République des riches. Mais ce sont des républicains pour la plupart d'entre eux. Donc, loin de moi l'idée que ce soit négatif. Après tout, ils ont bien le droit de vouloir une République des riches. Donc, c'est pas... moi, je ne jette pas la pierre aux Girondins. Je dis simplement qu'il y a deux projets de société un peu différents. Alors après, pourquoi Michel Onfray fait l'apologie des Girondins et de Charlotte Corday en particulier, qui n'était pas vraiment girondine. Mais... Est-ce que ce n'est pas un repoussoir contre Robespierre et tous les mythes qu'il y a autour oui. Et que Onfray prendrait pour argent comptant? Je ne sais pas, je ne peux pas parler à la place de Onfray. Tout ce que je peux dire, c'est que ce qu'il dit de Robespierre et ce qu'il dit des Montagnards, moi, ne me convainc absolument pas. Voilà. Et parce que ce n'est pas du tout ce que je vois, moi, dans les archives et dans les sources. C'est-à-dire qu'il fait dire des choses aux Montagnards qui, à mon avis, ne sont pas celles qu'ils disent. Voilà. Donc, d'un autre côté, Michel Onfray n'est pas historien particulièrement. Je ne suis pas sûr qu'il ait beaucoup... fréquenter les archives et les textes. Donc ceux-là, il en connaît bien d'autres, bien sûr, mais pas ceux-là. Donc ça serait peut-être tout simplement parce qu'il a été influencé par le côté anticlérical des Girondins. Oui, mais les Girondins sont-ils des anticléricaux? C'est une question à laquelle moi, je n'ai pas de réponse. Certains d'entre eux, peut-être, mais pas tous. La figure de Condorcet, athée, c'est la doxa, c'est une fabrication de Condorcet qu'on a
construit en mythe également. C'est intéressant de déconstruire le mythe Condorcet. Et Onfray se réfère principalement à Condorcet, donc le féministe anticlérical, qui serait en fait l'expression même de l'homme de gauche, tel qu'il l'appellerait de ses voeux, mais qui est en fait une pure construction et sur laquelle il réagit en fabriquant un négatif qui serait Robespierre, donc quelqu'un qui serait perclus de religion. Et antiféministe. Et antiféministe, et donc qui serait une espèce de repoussoir. Bon, cela dit, il existe une tradition de gauche qui est anti-robespierriste, qui est hostile à Robespierre. Qui en a fait un homme d'État, qui en a fait un tyran, qui en a fait un catholique, qui en a fait quelqu'un qui s'est opposé au mouvement populaire. Donc il s'inscrit lui-même dans une tradition, pour être de gauche, enfin, je ne sais pas si Onfray est de gauche, je ne connais pas ses positions politiques, mais il existe une tradition de gauche qui est anti-robespierriste. Et pourquoi est-ce que Robespierre est vu comme un catholique? C'est quand même lui qui essaie d'instaurer, de substituer au culte catholique le culte de l'être suprême, et qui fait de Notre-Dame un temps d'ailleurs le temple de l'être suprême. De la raison. Mais il ne substitue pas le culte. Hein. Le décret de l'être suprême indique qu'il se fait dans le respect de la liberté de conscience et des cultes. Donc ce n'est pas un culte qui se substituerait à d'autres. C'était en revanche un moment de fête dans lequel l'idée principale est de faire en sorte que le peuple souverain prenne conscience de sa souveraineté, prenne conscience qu'il est lui-même acteur de ce qui se passe. Et que ce n'est pas Dieu qui donne la souveraineté alors. Dieu, vous remarquerez, si vous regardez les discours de Robespierre, le terme de Dieu ne figure quasiment jamais dans ses discours. Maintenant, il est certain que Robespierre est un déiste, c'est-à-dire qu'il pense qu'il y a un Dieu créateur, et il pense surtout qu'il existe ce qu'il appelle, lui, une providence, qu'il ne définit pas en termes dogmatiques, il le définit en termes de sentiments. À plusieurs reprises dans ses discours, il dit « Certains appelleront cela le hasard, mais moi, j'aime mieux appeler ça la providence, ça correspond mieux à mon sentiment. » Robespierre n'est pas un chrétien, il n'est pas catholique, il n'est pas chrétien, il ne fait jamais mention de la divinité, enfin, à mon sens, jamais mention de la divinité du Christ, etc. Il dit lui-même, d'ailleurs, dans un de ses discours, depuis le collège, j'ai été un très mauvais catholique, etc., etc. En revanche, Robespierre est très attentif à plusieurs choses. Un, il est attentif à la dimension sociale de la question du clergé et du bas clergé. Il est l'un des seuls à demander en 90 le mariage des prêtres. Ça fait scandale. Il est l'un des seuls. Deuxièmement, il est très attentif à la misère du bas clergé. Il demande à ce qu'on augmente les pensions des pauvres prêtres et qu'on diminue les pensions des évêques. Donc ça, c'est très important. Il faut dire que lui vient d'un milieu, comme je l'ai dit, qui était un milieu très proche des catholiques. Et donc, il connaît très bien le milieu ecclésiastique. Et donc, il intervient à plusieurs reprises là-dessus. Et les Girondins, enfin, plus exactement, un Girondin, à un moment donné, Gadet, il s'appelle, l'attaque parce que, dans un discours, Robespierre a dit que la Providence avait sauvé la Révolution. Et on l'attaque. On dit, mais c'est pas la Providence, qu'est-ce que c'est que ces capucinades, qu'est-ce que c'est que ces trucs de fanatiques, etc. Et Robespierre répond en disant, ce que vous appelez le hasard ou ce qu'on peut appeler, moi j'appelle ça la Providence parce que ça me plaît, parce que je considère que la religion est un sentiment nécessaire, c'est un sentiment nécessaire. Je vous rappelle que quand Marx parle de l'opium du peuple, dans l'opium du peuple, ça ne veut pas dire simplement qu'il s'agit d'endormir le peuple, c'est aussi qu'il s'agit de se faire plaisir au peuple. Parce que l'opium, ça fait du bien au peuple, dans la citation de Marx. De ce point de vue-là, on n'est pas très très différent. C'est-à-dire que Robespierre considère que c'est un sentiment qui est consolateur, comme il dit. Voilà. Et donc, Robespierre s'est opposé à ce qu'il appelle l'athéisme comme système national. Ce que veut dire Robespierre, c'est qu'on ne peut pas fonder la République en faisant de l'athéisme un fondement théorique de la République. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que la Déclaration des droits de l'homme, elle a été décrétée en présence de l'être suprême. Et donc, pour Robespierre, alors on peut le critiquer, on peut trouver ça palaïque, tout ce qu'on veut, mais c'est du déisme. Hein. Pour lui, le fondement des droits des hommes, c'est une espèce de transcendance, qu'il ne nomme pas Dieu, qu'il ne nomme pas Christ, qu'il appelle être suprême. Et d'ailleurs, dans un de ses discours, il dit l'être suprême, c'est peut-être la nature. Donc vous voyez, on est vraiment très 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 loin du catholicisme. Mais ses ennemis l'ont accusé d'être une grenouille de bénitier. Et la fameuse histoire de la fête de l'être suprême, je vous rappelle qu'il préside cette fête parce qu'il est président de la Convention à ce moment-là, pas du tout parce que c'est lui qui l'a proposé.
C'est en juin En 94. juin 94, c'est pas du tout lui qui l'a proposé. C'est le comité d'instruction publique qui a proposé ça. Alors lui, il est tout à fait d'accord. Hein. Et il le présente et il fait le rapport. Mais je veux dire, c'est une œuvre collective. C'est pas Robespierre qui a sorti le truc de son chapeau. Et elle se fait où, cette fête de l'être suprême? Elle se fait dans plusieurs endroits dans Paris et puis dans toute la France. Elle se fait surtout dans toute la France. Dans toute la France, dans toutes les communes. C'est une des rares fêtes qui a réuni massivement la population. C'est-à-dire qu'elle répondait à un besoin. C'est-à-dire que le besoin de la fête de l'être Refondation suprême, du lien civique. voilà, il vient des représentants en mission, de ce qu'ils voient sur place, des pratiques locales, et qui sont simplement mises en loi, mises en musique par la Convention. Mais comme la plupart des lois de la Convention montagnarde, ce sont souvent des initiatives qui viennent de la base. Ils simplement leur donnent un cadre légal. Donc ce n'est pas une nouvelle religion, ce n'est pas un nouveau culte, ce n'est pas un nouveau dogme. Robespierre précise très bien ça, et le décret le précise très bien. Il y a deux choses. Un, le peuple français reconnaît l'immortalité de l'âme. Il le reconnaît, il n'en fait pas un dogme. On n'est pas obligé de croire à l'immortalité de l'âme. Le peuple français reconnaît l'immortalité de l'âme. Et il reconnaît l'existence de l'être suprême. Ça veut pas dire que c'est ni Dieu, ni le Christ, ni le bon Dieu, ni Bouddha. Non. C'est un être. Voilà, donc dans ce registre, il avait une vision très objective de la religion. Pour lui, c'était une nécessité ou un besoin naturel. Ou un sentiment. Lui, le mot sentiment revient à plusieurs reprises. Oui, un sentiment. C'est pas un mystique. Ou alors sa mystique, si c'est une mystique, non, elle est très claire, c'est la mystique des droits de l'homme. Enfin, il avait quand même le bon recul, à mes yeux, d'après ce que vous en décrivez, par rapport à la religion. Donc, parce que pour lui, le décret dit le seul devoir à l'égard de l'être suprême, c'est le respect des droits de l'homme. C'est le seul culte qu'on doit rendre à l'être suprême, c'est les droits de l'homme. Donc, s'il y a une mystique, pourquoi pas utiliser ce terme, si vous voulez, même si moi je trouve qu'il n'est pas adapté. Mais disons que c'est une mystique des droits de l'homme. Mais après tout, les droits de l'homme, aujourd'hui, on peut considérer qu'ils ont une forme de transcendance. Bien sûr. Sans être pour autant catholique ni chrétien. Et puis il y a un autre élément qui est important dans l'image qui est collée à Robespierre, le curé, c'est le fait qu'il est hostile à la déchristianisation. C'est-à-dire qu'il y a des pratiques locales ou de certains représentants en mission qui ne sont pas reconnus du tout par la Convention. Au demeurant, ce n'est pas une politique de la Convention qui consiste à déchristianiser. De force, donc. De force, violemment. Et donc, dit Robespierre, de manière totalement lamentable, dans la mesure où ça fabrique de la contre-révolution. C'est-à-dire qu'en fait, en imposant aux gens le fait que leur curé, on va le remplacer ou leur refuser l'extrême onction avant de mourir, c'est totalement c'est stupide et en plus, ça génère de la contre-révolution. Donc il a une politique avec son frère Augustin, qui est représentant en mission, de libération de prêtres. Dans le Jura, je crois qu'il y en a une centaine qui sont libérés par Augustin Robespierre, le frère de Maximilien. Et ça aussi, ça fait partie de l'image dans un 19e siècle, en particulier dans la deuxième moitié, autour de Blanqui, dans un 19e siècle qui fabrique un républicanisme qui n'est pas social, mais qui est d'abord un républicanisme qui est hostile au curé, un républicanisme qui est d'abord anticlérical. Oui, l'anticléricalisme est un marqueur fondamental du républicanisme au XIXe siècle, alors qu'il ne l'est pas auparavant. Non. Donc il y a dans cette fabrication d'un Robespierre curé quelque chose qui renvoie aussi à la construction, à cette espèce de travail dans lequel se subsument toutes les couches, tous les récits, toutes les gloses, dans lesquels le courant du XIXe siècle joue sa part. Et je pense que ceux qui sont dans des oppositions assez simplistes en quelque sorte, les bons athées qui seraient de gauche et les méchants cathos qui seraient de droite, oublient des éléments, puisque la gauche n'est pas simplement fondée sur des questions culturelles, on va dire, mais d'abord sur des questions de lutte des classes. Voilà. Et effectivement, quand on regarde du côté de la lutte des classes, ça devient un peu plus compliqué. Qui est finalement de gauche ou de droite? Qui est celui qui parle d'émancipation, qui parle de lutte sociale, d'égalité réelle? Voilà. Donc, est-ce que Michel Onfray fait les bons choix? Ça, c'est son problème. Le fanatique est celui qui veut empêcher les autres de dire la messe. Je cite de mémoire, mais la phrase exacte, c'est « Celui qui veut imposer la messe est aussi fanatique que celui qui veut empêcher de la dire ». Je cite de mémoire. C'est une phrase de Robespierre dans son discours sur la déchristianisation.
Oui. Paradoxalement, parce qu'on a l'image d'un type obtus et du tyran, mais en même temps, dans les mêmes registres, anti-robespierristes, on a exactement l'inverse. Quelqu'un qui serait finalement très... Robespierre, sur la très question de la ouvert. religion, c'est quelqu'un de très prudent. De 89 à 80 jusqu'à sa mort, il est toujours très prudent. Il dit toujours le temps fera son œuvre, etc., mais ne pas heurter les préjugés. Il parle des préjugés. Dans le mouvement actuel des Gilets jaunes, on a une demande de démocratie directe par rapport à une démocratie représentative qui serait avec plein de travers. Robespierre, il me paraît plutôt être du côté de ceux qui défendent la représentativité. Alors c'est une question intéressante et je vais essayer d'être à la fois synthétique et clair. Démocratie directe, ça ne veut rien dire entre 1789 et dans la période qui nous occupe, 1800. C'est un terme qui vient de la fin du 19e siècle et qui n'a strictement aucun sens avant. Pourquoi? Parce que ça vient d'une opposition entre démocratie représentative et démocratie directe. Or, à l'époque qui nous occupe, la démocratie, elle est représentative et elle est avec la participation des citoyens. C'est-à-dire que pour Robespierre et pour d'autres, démocratie et république, c'est la même chose. Enfin, en tout cas en 93. Il ne dit pas ça en 89, mais en 93, il dit c'est la même chose. C'est-à-dire que pour Robespierre et pour la montagne, pour dire vite, il y a dans le mot démocratie l'idée que la représentation, elle est soumise au contrôle. Ce n'est pas ou représentation ou contrôle. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a dans l'idée de représentation, l'idée de contrôle. Pourquoi est-ce qu'il y a contrôle? Parce que quand moi, je désigne un représentant, c'est moi qui garde le pouvoir. C'est moi qui garde le pouvoir parce que moi, je suis souverain, je suis le peuple souverain, et je confie une mission, un fidéicommis. Je fais confiance à un tel et je l'élis comme délégué. Mais je peux très bien lui retirer ma confiance. Et une fois que j'ai retiré ma confiance, il n'est plus mon délégué. Et donc, dans la conception révolutionnaire de la démocratie, il n'y a pas d'opposition entre démocratie directe et représentative. C'est la même chose. Parce que ce que nous, ce qu'on appelle aujourd'hui dans le débat démocratie représentative, pour l'opposer à démocratie directe, à l'époque, on n'appelle pas ça démocratie. On appelle ça gouvernement représentatif. On n'appelle pas ça république non plus. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc, Robespierre, on ne peut pas dire Robespierre défend la République, la représentation, et Machin représente la démocratie directe. C'est pas vrai. En fait, le mouvement populaire, globalement, a défendu entre 89 et 94, 95 et même au-delà d'ailleurs, a défendu l'idée que la démocratie impliquait un contrôle et une possibilité de révocation, donc, des élus par les mandants. Et donc, de ce point de vue-là, Robespierre est au diapason de ce mouvement populaire. Alors, certains, dans le courant de la Révolution, estiment que les représentants ont trahi leur mission et donc qu'il faut avoir des moyens de les éliminer très rapidement. C'est peut-être là-dessus que Robespierre peut être légèrement en décalage parce qu'il peut estimer, du point de vue tactique, pour le coup, qu'à tel moment, on n'a pas intérêt à changer les représentants parce qu'on est dans une situation, en l'occurrence de guerre externe et extérieure, et donc on n'a pas intérêt à ce moment-là à changer les représentants. Mais l'idée que les mandataires du peuple peuvent être révoqués à tout moment, c'est quelque chose que défend parfaitement Robespierre. Lorsque les Girondins, on parle toujours de l'élimination des Girondins le 31 mai, 2 juin 1993, mais formellement, ils ne sont pas éliminés, ils sont rappelés. C'est-à-dire que les gens qui les ont élus leur retirent leur confiance. Et on appelle à leur place les suppléants. Ça, peu de gens le savent. C'est-à-dire que les Girondins, on les élimine et on rappelle les suppléants. On n'a pas eu, pendant la Révolution, un retour des idées d'Athènes, de la Révolution d'Athènes, de Florence. Ça rentre dans le débat. Ça rentre dans le débat, ils discutent de tout ça. Athènes, Florence, Sparte, les États-Unis, la Hollande, Venise, la Pologne, tout ça, ils connaissent. Ils connaissent, ils débattent, ils discutent. Hein, mais on ne peut pas dire machin, c'est démocratie directe, machin, c'est démocratie représentative. En fait, le débat fondamental, c'est quelle démocratie représentative on veut. Est-ce qu'on veut une démocratie représentative ou, comme le dit Brissot, le chef des Girondins, il faut que le peuple se laisse guider par plus intelligent que lui? Je cite Brissot. Ou est-ce qu'on veut une république démocratique et sociale dans laquelle le peuple conserve l'intégralité de l'exercice de sa souveraineté, y compris le droit de rappeler ses députés? Vous voyez ce que je veux dire? L'opposition, elle n'est pas entre démocratie directe et république représentative. Elle est entre deux formes
de démocratie représentative. Pour abonder dans ce sens et le lier à ce qu'on pouvait indiquer, pourquoi est-ce que la Convention élimine Robespierre, Couthon, Saint-Just et d'autres? Parce qu'il pense que pèse sur elle un certain nombre de risques. Pourquoi pense-t-elle ça? Parce que un fil directeur du discours de Robespierre, c'est de dire que le problème dans le système, dans la représentation, c'est le député. Il dit régulièrement, on a fait beaucoup pour réprimer le peuple et le traiter d'anarchiste, on n'a pas fait grand-chose pour empêcher que ses représentants soient corrompus. Je cite de mémoire Saint-Just, le principal ennemi d'un peuple, c'est son gouvernement. De ce point de vue-là, Robespierre est parfaitement d'accord avec Saint-Just. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut être attentif à la vertu des représentants. La vertu, ce n'est pas qu'ils aient une vie familiale vertueuse. La vertu, c'est qu'ils aient une conception de la politique dans laquelle ils vont préférer l'intérêt commun à leur intérêt particulier. Mais ils se disent, naturellement, chacun préfère son intérêt particulier. Voilà. Donc, qui va les obliger à être vertueux? Eh bien, c'est le peuple souverain. C'est-à-dire qu'il ne faut pas lâcher la bride. Il faut faire attention à ce que vont faire nos représentants. Il faut éviter, si possible, qu'ils aient trop de pouvoir. Il faut décentraliser au maximum. Il faut que les finances soient au niveau des départements. Il faut que le pouvoir exécutif soit au niveau des communes. Il faut que l'argent soit géré en dehors de Paris et du centre, parce que là, encore, on va l'utiliser pour manipuler l'opinion. Ça, c'est dans son discours du 10 mai 1793 sur la Constitution. Donc c'est un discours important dans lequel il essaie de définir ce qu'il appelle une économie politique populaire, une manière d'organiser la société qui soit pour lui républicaine. Et par ailleurs, il y a eu dans la Révolution française d'autres, tu citais Brissot, mais d'autres députés du côté droit qui ont essayé de mettre en œuvre un système représentatif dans lequel les sociétés populaires, les assemblées dans les sections soient dissoutes pour les sociétés populaires et dans les sections soient réunies uniquement pour s'exprimer, pour voter pour les élections. Mais surtout pas que le peuple puisse être constamment délibérant, comme vont le pleurer les thermidoriens. Il ne faut surtout pas qu'il soit constamment délibérant, comme c'était le cas en l'an 2, disent les thermidoriens, comme c'était le cas pendant la Terreur. Et il faut que le peuple soit dans un rapport de délégation de sa souveraineté. Et pas simplement de l'exercice de sa souveraineté, dont il se dépossède, et non pas ce qu'on a vu dans la Révolution française, c'est-à-dire un peuple qui refuse ça et qui va balayer cette conception-là de la représentation jusqu'en Thermidor, où c'est finalement les thermidoriens qui vont gagner. Et ça va mettre du temps quand même. Il y a 6 ans de rapport de force et de lutte pour que ça existe. Donc aujourd'hui, quand on parle de démocratie directe, c'est parce qu'on nous a vendu un système de la représentation qui est une falsification du terme de représentation. On nous a vendu une représentation qui est devenue hégémonique à la fin du XVIIIe siècle, au moment du Directoire, une représentation dans laquelle finalement le peuple n'exerce aucun pouvoir. Mais où ses représentants l'exercent pour lui. Mais ce n'était pas le cas initialement. Donc on peut se dire, mais plutôt que de dire pas de représentation, essayons plutôt de nous interroger sur le concept, sur la catégorie, et de la revivifier, de lui redonner peut-être un sens beaucoup plus subversif que celui qu'il a aujourd'hui. Mais vous savez qu'on exerce le pouvoir en maîtrisant le vocabulaire, les catégories du politique. Et là, on est dans ce cas-là. Donc on nous parle de démocratie directe, ou les acteurs parlent de démocratie directe, mais que mettent-ils derrière? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'ils ne sont pas simplement en train de dire qu'on ne peut pas faire confiance à nos représentants, il faut les tenir à la culotte, en fait, les marquer à la culotte, comme on dit, et faire en sorte qu'ils soient finalement vertueux, au sens de Robespierre. Pouvoir les révoquer, voilà, qu'ils aient des mandats impératifs. Donc la politique, c'est une lutte pour le sens des mots, c'est aussi une lutte pour le sens des noms, des figures historiques. Marc Bloch, le grand historien médiéviste, a dit cette phrase célèbre avant-guerre, robespierriste, anti-robespierriste, de grâce, dites-nous juste qui était Robespierre. Merci, vous nous avez pas seulement dit qui était Robespierre, mais aussi et surtout, vous nous avez dit ce que l'on a fait de Robespierre. Et l'histoire continue. De Robespierre. On a des chapitres tous les jours. C'est ça. Des nouveaux chapitres. Vous pouvez écrire, vous avez de la matière. On a matière pour une suite d'ici 15 ans. Merci beaucoup à l'un et l'autre, Yannick Bosc et Marc Bélissa. Merci au public d'avoir été fidèle. Et à bientôt pour une prochaine Grande Hache.